Tu sais, c'est pas la marque d'un professionnel de commencer à écrire sur des munitions qui vont être utilisées pour faire un assassinat, parce que t'altères le projectile. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, encore une fois, il revient au What's Up Podcast, on recevait le tireur d'élite Wally, fait qu'un gros merci à Wally d'être venu au What's Up Podcast, mais juste avant que je vous laisse l'écouter, juste dire encore une fois un énorme merci à nos commanditaires qui est encore une fois procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait que si vous voulez les remercier de continuer à commanditer le What's Up Podcast, ben je vous encourage à aller consommer leurs produits pour leur dire merci. Merci d'appuyer Jer Alain dans son podcast. Hein? Fait que en plus d'être des excellents produits, ben c'est ça, ils supportent un podcast local, puis c'est vraiment très 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 apprécié. Si vous êtes en processus de vous acheter une cafetière, puis vous êtes écœuré que votre cafetière elle pète tout le temps obligé de s'en pogner une nouvelle, ben pognez-vous une cafetière Bellucci parce que eux autres, vous tromperez pas avec cette marque-là. Puis si vous le faites, ben je vous encourage de faire affaire avec procafetière.ca. Sont situés sur la rive sud de Montréal, à Varennes. Allez les voir dans leur local. C'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. En plus, qui sont super sympathiques. Puis si vous pouvez pas vous déplacer, ben je vous encourage à aller faire des commandes sur leur site internet au procafetière.ca. Fait qu'encore une fois, un énorme merci à mes commanditaires. Puis si vous voulez m'encourager sur une base plus personnelle, mais vous pouvez toujours devenir membre au patreon.com/whatsappodcast. Ça vous coûte pas grand chose, c'est 3-4 piastres. Pour vous autres, c'est pas grand chose. Pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Puis en plus de me supporter financièrement, mais ça vous donne accès aux podcasts à secondes qui sont enregistrés, tu sais. Fait que vous n'avez pas besoin d'attendre un mois plus tard pour pouvoir l'écouter gratuitement sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, tout le monde, on n'oublie pas, si on aime le podcast, si vous aimez le What's Up Podcast, ben je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein? On clique sur s'abonner, on laisse un petit thumbs up, hein? On écrit un petit commentaire positif dans la section commentaires, puis ça va être super apprécié, puis ça va m'aider avec les algorithmes. Ou sinon, sur ça, tout le monde, un gros merci de me suivre, un énorme merci à mes commanditaires, merci à tous mes membres Patreon, merci à notre invité Wally. Ou sinon, tout le monde, je vous souhaite un très bon podcast et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, je le reçois à niveau pour les habitués. Il revient encore une fois au What's Up Podcast pour ceux qui le découvrent aujourd'hui. Wally, tireur d'élite de formation, t'as été en Afghanistan, en Ukraine et en Kurdistan. T'es aussi entrepreneur tech. On va avoir la chance de s'en parler un petit peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est drôle parce qu'à chaque introduction, je sais pas si c'est là que tu l'as dit, mais avant qu'on se parle, là, Ouais. mais t'as dit tireur d'élite de formation. Ouais. Je trouve ça tout le temps intéressant de commenter l'introduction qu'on me donne. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose à dire d'intéressant. Exemple, tireur d'élite de formation, ben il y a beaucoup de tireurs d'élite qui sont pas de formation. C'est con à dire, mais il y a beaucoup de monde dans les zones de guerre qui sont pas formés comme tireurs d'élite, qui ont un rôle de tireur d'élite, qui ont peut-être de l'équipement de tireur d'élite, mais qui ont pas nécessairement les compétences de le faire. Mm-hmm. Dans beaucoup de zones de guerre que j'ai vues. Donc ça peut paraître banal, là, mais c'est quoi être un tireur d'élite en premier lieu? C'est une qualification, en Occident du moins. Donc c'est un cours, tu as vraiment suivi une formation, tu as des prérequis aussi. Une fois que tu as ton cours, tu as ta formation de base, puis après ça, tu peux te déployer. Mais il y a vraiment des nuances à apporter à qu'est-ce qu'un tireur d'élite. C'est pas juste quelqu'un qui a une arme qui prétend être un... Ouais, qui est caché. C'est ça, parce que... Exact. Parce que toi, tu nous l'as dit dans le premier podcast que t'as fait, parce que là, je pense que c'est le 4e, là, t'es rendu ici un abonné au WhatsApp régulier. Puis c'est ça, toi, c'était avec les forces d'armée canadiennes, je pense. Ouais, c'est ça. Fait. À la base, j'ai fait un service officiel des forces canadiennes. On dit forces canadiennes maintenant, en passant. Okay. C'est l'ancienne désignation mais qui ont repris. Ça fait qu'on dit plus force armée canadienne, on dit force canadienne. Donc les forces canadiennes, j'ai servi environ 12 ans. J'ai fait des cadets de l'air avant aussi, si on peut compter ça comme un peu un temps de service. J'ai fait plusieurs années. C'est pour ça que j'ai toujours
un faible pour l'aviation. Tu sais, j'avais fait les cours de pilote dans le temps quand j'étais cadet. Donc, c'est ça, 12 ans après ça, Kurdistan comme combattant volontaire. C'est à l'époque où j'avais passé à Tout le monde en parle, etc. Puis après ça, l'Ukraine dans les dernières années. Fait que ça fait ça à date. Fait que là, c'est ça. Pour ceux qui te connaissent pas, voici un peu ton pedigree, on peut dire. Là, ça, je t'ai invité pour venir parler d'un sujet qui divise l'Amérique aujourd'hui. Ben, des sujets qui divisent. Ouais, non, mais tu sais, plus récemment, le 10 septembre... à midi, je pense, heure locale en Utah, il y a le débatteur conservateur très populaire aux États-Unis qui s'est fait assassiner par un tireur embusqué caché sur un toit. Fait que je t'ai invité justement pour venir parler de ça. Puis peut-être démystifier aussi toutes les rumeurs ou qu'est-ce qui s'est dit alentour, puis peut-être en apprendre un peu plus sur ce sujet-là. Je vais essayer d'y aller avec un peu des gants blancs puis du respect, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui s'est fait assassiner là-dedans. Là, c'est drôle, hein? À notre époque, il faut mettre des gants blancs par-dessus gants blancs pour tout. Ouais. On dirait qu'il faut que tu fasses un disclaimer ça de long pour dire une petite phrase. Ouais. OK, là... Je n'attaque pas telle personne. Faites-vous-en pas si je vais dire ceci. Puis là, tu fais ton disclaimer, puis après ça, tu dis, bon, là, je vais dire mon opinion. Tu tiens dans une phrase. Mais c'est fou comment que tout est rendu comme radical. Dans le fond, on se radicalise sur tout, on se fâche sur tout. Mais bon, c'est ça. Fait que tu vas mettre des gants blancs. C'est ça. Fait que moi, je vais en mettre peut-être un peu moins. Ben, tu sais, t'es libre de ta propre parole, mon gars. Moi, ben, c'est ça, tu sais. Fait que, dans le fond, tout ce qu'on sait, c'est que il y a un tireur il effectué un tir qui a pogné Charlie Kirk direct dans la gorge. Je sais pas si t'as vu le vidéo, là. Ouais, il y en a un paquet, là. Man, c'est horrible, là, comme vidéo. Là. Moi, ça m'a traumatisé ben raide de voir ça, là, tu sais. Moi, ma première question à ça, c'est un peu... parce que, tu sais, c'est quoi la préparation que quelqu'un doit faire pour pouvoir effectuer un tir de même? Parce que, tu sais, c'est sûr, c'est pas le président des États-Unis. Fait que, tu sais, déjà là, on va pouvoir y revenir un peu plus tard sur les autorités puis les périmètres de sécurité. Tu sais, que finalement, il y avait beaucoup de failles là-dedans, même qu'il en manquait beaucoup. Mais c'est sûr quelle organisation, comment ils s'organisent pour pouvoir faire ça. Tu sais, c'est sûr et certain qu'il a dû aller faire du repérage. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation, ce gars-là? Tu sais, il y a tellement de choses à dire. Ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est que je suis pas quelqu'un qui est expert d'en faire des périmètres de sécurité dans un contexte comme on le voit là. C'est pas ma job. Il y en a que c'est leur job, c'est pas la mienne. Par contre, je parle à beaucoup de gens qui le font. J'ai l'expérience quand même pertinente là-dedans. Donc, je peux commenter de façon informée, de façon quand même relativement autoritaire sur des sujets comme ça. Par contre, il y a tellement de sujets, de spécialisation dans un événement comme ça. Les forensics, par exemple, la balistique, comment que la balle interagit, etc. Il faudrait peut-être des coroners, des gars de l'identité, etc., qui pourraient avoir des commentaires super intéressants à faire. C'est pas mon cas. J'ai des choses à dire sur ma perception de quand j'ai vu les vidéos, les blessures, etc. J'ai des choses à dire parce que j'ai vu beaucoup de gens avoir des blessures de toutes sortes, dont des blessures par balle, de proche ou de loin, ayant moi-même aussi abattu des gens, donc à ces distances-là d'ailleurs, pas de proche ou de plus loin ou à ces distances comme on a vu avec l'événement, l'assassinat de Charlie Kirk. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de complexité là-dedans, il y a tellement d'incertitudes, de zones grises, il y a tellement d'émotions aussi, tout le monde. Il y a du mensonge où les gens vont mettre de l'avant des sortes de théories, comme quoi, c'est correct des théories, mais il faut que ça reste une hypothèse que tu avances. Mais c'est parce que ça devient aussi très politisé, là, aussi. Là, c'est ça. Fait que là, tout le monde veut récupérer. Mais bref, il y a beaucoup de spécialités qu'il faudrait entendre. C'est pour ça qu'il y a un procès, dans le fond. Un procès, c'est ça. T'as des témoins experts, t'aurais des gars d'identité, t'as les enquêteurs, t'as des témoins experts, les versions des faits de la partie défendante, peu importe. C'est très complexe. Tu sais, quand tu regardes ça, il y a beaucoup de nuances. Puis là, on en parle avec un micro, avec un café dans les mains, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on spécule. Tu sais, on jase de ça, mais il faut tout prendre avec un grain de sel. Puis ce que j'invite les gens à faire, c'est que quand ils entendent quelqu'un qui est très rempli de certitude, c'est ça qui s'est passé, 100% des chances que ça soit ça, ça c'est absolument certain que, méfiez-vous.
Méfiez-vous. Si quelqu'un avance des théories, c'est correct. Il y a eu des complots, là, même des théories du complot, personnellement, moi, je suis ouvert à les écouter. Je veux dire, il y a eu des complots dans l'histoire. Mais ça vient avec quelle preuve? Mais il y a eu des complots d'assassinats dans l'histoire de l'humanité depuis le début de l'humanité. Les présidents américains qui ont eu des tentatives d'assassinat sur eux, il y en a eu de nombreuses fois. Il y en a que ça a réussi, il y en a que ça n'a pas réussi, mais c'est quelque chose de relativement courant que des groupes s'organisent pour abattre un politicien ou une personne dérangeante. Donc, ça se peut. Par contre, il faut amener plus d'arguments. Il ne faut pas ignorer les autres arguments qui vont contre la théorie. Ouais, c'est ça. Il faut tout le temps se méfier de ça. Donc, c'est ça, moi aussi, j'avais une espèce de disclaimer à faire. Là. Ouais. Mais tu sais, maintenant, voici. En fait, c'est pas la vérité qui compte, c'est comment on arrive à la vérité. C'est comment on discute de ça, comment on amène des nuances, comment c'est ça qui est important. C'est la manière d'y arriver et non ce qu'on dit. Donc, ce que je vais dire, je peux me tromper. Je peux pas me souvenir d'un détail. Tu sais, j'ai pas les documents d'enquête. C'est pas une commission d'enquête en ce moment. J'ai pas les documents devant moi. Il y a beaucoup de choses que peut-être je me rappelle pas. Il y a peut-être des choses que je pense quelque chose et je me trompe parce que c'est pas ma profession. Je suis pas un coroner. Je suis pas un gars spécialiste de la balistique, par exemple. Mais oui. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut dire quand même. Mais c'est ça. C'est fou, hein? Moi aussi, jamais des gants blancs. Hein? Mais en fait, c'est pas des gants blancs. C'est juste que je veux qu'on... Mais non, c'est nuancé. Mais je veux que la vérité dans les nuances, tu sais. Je veux qu'on... Mais c'est ça. Fait que, ma question initiale, c'est ça. C'est, tu sais, quelle préparation qu'il a dû faire pour pouvoir accomplir pas grand-chose son à ce qu'on en sait. C'était très spontané de ce qu'on a pu comprendre. C'était moyennement bien préparé. Le choix de l'équipement en partant était peut-être pas optimal. Par exemple, l'arme de 30-06, c'est une arme de chasse de gros gibier qui est pas particulièrement... c'est pas un choix avisé pour faire ce type d'opération-là. Ça marche, là, on le voit, là, ça peut fonctionner. Mais par contre, moi, je connais personne qui fait du tir longue portée. C'est pas du tir longue portée à cette distance-là, mais pareil, du tir de précision, peu importe, qui va utiliser un calibre comme ça. J'en ai pas connu. L'optique de mémoire, c'est pas une optique qui est faite pour ça non plus, idéalement. Ça se fait, là, c'est une distance qui est tellement courte qu'il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu compenses par la distance que tu perds en capacité d'équipement. Mais je veux dire, c'est pas des bons choix à la base. C'est l'équipement qu'on a vu, que ce soit les munitions, etc. Il y a même gravé sur les balles, là. C'est des messages, dont des références à des jeux vidéo, là, je me rappelle pas exactement. Il y a aussi une blague. Je me rappelle, il y a une affaire d'antifasciste. Si tu lis ceci, if you read this, you're gay. Il y a une affaire de même sur une balle. C'est pas la marque d'un professionnel. Faire des choses comme ça. La chanson Bella Ciao, là aussi. Oui, Bella Ciao. C'est pas la marque d'un professionnel de commencer à écrire sur des munitions qui vont être utilisées pour faire un assassinat, parce que t'altères le projectile. La première chose qu'un tireur d'élite va faire, il cherche la constance et non la puissance nécessairement. T'es mieux d'avoir une munition qui est constante, ok, en termes de précision, de vitesse, etc., qu'une munition qui est puissante. Par exemple, si j'ai une munition qui sort à 3500 pieds secondes, qui est vraiment rapidement, mais elle passe de 3500 à 3100 à 3200, puis il y a beaucoup de variance. Le poids est pas la même chose aussi, donc il y a la vitesse de sortie, de la balle, le comportement, l'arme aussi, le canon, la longueur du canon, le type de poudre, etc. Il y a tellement de variance que tu cherches pas nécessairement la puissance, tu cherches la constance. Avec une certaine puissance, parce qu'évidemment, si la balle va pas assez vite, tu vas avoir d'autres problèmes On peut embarquer dans les technicalités, il y en a énormément à parler, selon les scénarios, mais ce qu'il faut dire, c'est que on voit pas la marque de quelqu'un qui est un professionnel dans ce qu'on sait. Avec le choix des munitions, graver, écrire sur des munitions, à ces distances-là, ça n'a pas beaucoup d'effet, mais pareil, tu mets les chances de ton bord. Si tu es un professionnel qui veut faire un assassinat, ben tu fais pas ces choses-là. C'est complètement futile de graver quelque chose sur une munition. Il y a pas un message, tu peux le transmettre de bien des façons différentes que d'altérer ton équipement au moment critique. Fait que déjà là, c'est pas de quoi de rationnel ou logique. C'est un loup solitaire, selon moi, on voit qu'il venait d'une famille mormon qui était plutôt de droite, mais lui était... On est à l'ère d'Internet, donc le contenu, l'information, c'est ce qui est intéressant. Il y a du bon à ça. L'information va partout. Même dans les dictatures, elle est souvent difficile à bloquer. C'est ce qui est une bonne chose. Par contre, tu peux être dans une famille qui n'a pas d'intention mauvaise.
qui est pas radical, mais que toi, le fils d'un tel, tu as été exposé à du contenu, puis très rapidement tu te radicalises, puis tu en viens à la conclusion qu'il faut utiliser de la violence pour régler certains problèmes. Puis la violence est parfois nécessaire d'ailleurs. La radicalisation n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Une guerre, par exemple, quand on répond à une invasion armée, c'est une solution radicale. On combat l'ennemi, on lui tire dessus. Il y a des cas. Je sais pas où c'est que tu t'en vas avec ça. Ouais, c'est ça. Il y a des situations. J'avais eu une conférence, justement, il y avait du monde de la sécurité publique, puis il faut à la base comprendre que être radical, c'est pas toujours mauvais. Je veux dire, il y a des situations où être radical, c'est nécessaire. Exemple, s'il y a des crimes qui se font, il faut réagir de façon radicale. Là, est où la ligne? Là, il y a bien du débat qui se font. Est-ce que quelqu'un qui va dire quelque chose comme Charlie Kirk doit être abattu? Absolument pas. Zéro. Ça, c'est justement, on doit être content quand quelqu'un qui pense différent de nous ouvre le débat. Même si t'es pas d'accord, au moins il ouvre le débat. Ça, c'est... Moi, je suis un gars qui pense que la liberté est sacrée. Donc, à partant, la liberté d'expression est sacrée. Tu veux dire ce que tu as à dire. Tu peux être un raciste, tu peux être un conspirationniste, tu peux être un religieux, tu peux être une personne de gauche, de droite. Si tu dis ce que tu as à dire, on devrait te laisser parler. Presque toujours. Okay? À moins si tu commences à dire « attaquons telle personne », etc. Ouais, c'est ça. Faisons des crimes, etc. Là, des fois, il y en a qui vont dire qu'il y avait une insinuation à faire ça de la part de Charlie Kirk. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de zones grises. Puis il y a beaucoup d'opinions différentes. Il y a des gens qui vont peut-être être pas d'accord avec ma façon de voir les choses. J'ai pas regardé ce que Charlie Kirk a dit au complet non plus. Peut-être qu'il y a des choses qu'il a dit, en effet, qui étaient radicales, qui ont dépassé la ligne, mais à quelque part, on vit dans un état de droit. Est-ce qu'on veut vraiment régler les choses en tirant ceux du monde? Il faut aussi peut-être réformer le système. Est-ce quand quelqu'un dit quelque chose qu'il faut pas dire, peut-être qu'il faut des conséquences? Et où la ligne entre la liberté d'expression et une atteinte à ces droits-là? C'est compliqué. C'est très politique. Mais bon. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que réussir un tir de même, parce que tu vois, je sais pas si c'est ça qu'il visait, tu sais, le coup, là, mais le poignet direct dedans, tu sais, puis fait que est-ce qu'il fallait qu'il y ait un minimum de formation pour être capable de faire ça? D'après moi, c'est ça. De ce qu'on en sait, il y avait certaines connaissances, mais il n'y avait pas beaucoup de connaissances. Mais il y en avait assez pour avoir un effet. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il était pas loin. C'est parce que quand c'est ça, 180 mètres, c'est pas loin, ça? Non, c'est pas loin. Non, c'était à 130 mètres, je pense, de mémoire. Bon, ben, en tout cas, c'est ce qui est vraiment... Moi, j'ai déjà abattu quelqu'un à cette distance-là, à peu près. C'est vraiment facile, là. Ouais, mais toi, t'es de formation. Oui, mais pareil, moi, donne-moi un arme. T'as quand même une marge de manœuvre, puis là, t'es dans la marge de manœuvre quand même. T'sais, c'est quand même une distance facile. Le problème, c'est que t'es facilement observable, puis t'en aller aussi va être compliqué. Parce que là, le coup de feu va être entendu, puis même un silencieux, le coup de feu va quand même être entendu. Ça fait un bruit différent. Là, il y a toutes sortes de techniques de comment cacher ou plus ou moins cacher. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Je veux pas tout dire parce que je veux pas donner nécessairement une recette de comment assassiner du monde. Mais il y a toutes sortes d'enjeux là, qu'on peut régler. Mais il était proche. C'est une distance qui est facile. Couché. Mais par contre, il était stressé. Tirer dans le cou, c'est pas une cible qu'un tireur d'élite va viser. Il y a une zone mortelle qu'on appelle qui est comme la tête ici. Le milieu de la tête, puis après ça, l'abdomen, le fond du centre de la masse, c'est la zone mortelle. T'as pas besoin de vraiment plus que ça. Si tu touches ici, surtout à ces distances-là, les chances que la personne survive sont très faibles. Dans la tête, évidemment. Le cou, c'est plus petit. Je veux dire, c'est pas intéressant comme cible. C'est plus restreint comme si ça donne espace, que tu le touches, c'est correct. Ça est dans une montagne, mais c'est pas là que tu vas viser. Parce que cette distance-là, la capacité de groupement, donc la précision de l'arme est quand même petite. Si tu sais qu'est-ce que tu fais avec un bon équipement, etc., je veux dire, tu vas avoir une précision relative quand même intéressante qui explique pas cette imprécision-là dans la zone d'impact, dans le coup, dans ce cas-ci. Il y a eu des vidéos où tu sembles voir une espèce de plaque de protection là, balistique. Puis là, il semblerait avoir un ricochet. En effet. Ça se peut, ça? Ça se pourrait. Ça se pourrait un ricochet. Tu sais, si tu as utilisé une munition qui est pas Full Metal Jacket, qui est comme une munition un peu plus molle, là, de chasse, justement, du 30-06, là, faudrait voir, j'ai pas regardé les détails de toutes ces munitions-là, là, mais ça pourrait pas traverser la plaque. La plaque, peut-être, il y a plusieurs grades là, dans une plaque. Tu peux avoir des plaques qui vont protéger contre
les fragments seulement. Tu vois, en zone de guerre, par exemple, tu vas avoir des plaques qui vont protéger des armes de poing. Tu vas avoir d'autres qui vont protéger même contre les armes d'assaut, ce que les militaires ont, à une distance proche. Tu as même des vidéos sur YouTube du monde qui se tire à bout portant. C'est qui se le mettent puis ils se tirent dessus, là. Ce qui est vraiment cool jusqu'à temps que tu pognes une plaque qui marche pas bien, qui est vieille ou qui est carrément fausse. Moi, j'ai vu des plaques qui étaient fausses au Kurdistan. Le même poids, tout, t'enlèves tout ça. Il fallait l'inspecter au couteau, là. C'est les plaques qu'on allait chercher parce que t'ouvrais ça, puis tout, c'était du carton. Avec des épaisseurs de, je me rappelle plus, ça avait le poids similaire, mais c'était pas du vrai Kevlar. Il y avait du carton là-dedans, il y avait toutes sortes d'affaires empilées. C'était une contrefaçon de plaque. Fait que là, t'avais le poids de la plaque, mais t'avais pas les bénéfices de protection. Donc, ça pour en dire qu'il y a toutes sortes de plaques, quand ils sont des vraies plaques, qui protègent. T'as des niveaux. Ça peut protéger contre une arme comme ça. Là, une level 4, dans ce cas-ci, si c'est ça qu'il y avait, selon les images, si c'est ça qu'il y avait. Je pense pas que c'est ça qu'il y avait, mais peut-être. Mais en tout cas, tu dis que ça se peut quand même, le fait que... parce que c'est vrai qu'il y avait une veste par balle. En tout cas, ça, je pense que ça a été quand même confirmé. Puis tu dis que ça se peut que ça allait ricocher sur sa veste, puis ça y moi, aille la rentrer. première chose que j'ai trouvée spéciale dans la vidéo, qui m'a fait comme « Ah, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. » c'est le saignement. Parce qu'une balle, souvent, encore là, c'est pour ça que un gars d'identité, un coroner peut-être, ou un spécialiste en balistique terminale, l'impact, serait peut-être plus à même de confirmer. J'ai vu toutes sortes de choses dans ma vie, j'ai mon opinion, mais c'est pas ma spécialité. Mais une balle, quand ça rentre, c'est vraiment quand ça sort, que ça fait une blessure. Là, apparemment, la balle aurait même été logée là. J'ai pas vérifié si cette information était confirmée. Si c'est le cas, ça amplifie beaucoup le fait que ça soit un ricochet. Et souvent, là, tu peux avoir une balle, là, j'ai vu des blessures par balle, ça ressemble à une coupure de rasoir. Okay, c'est vraiment, prends-toi un rasoir, là, coupe-toi. Ça a juste c'est long de rentré même. dedans. Okay? Mettons un petit calibre militaire, là, comme une 5.56. C'est vraiment une petite coche avec du saignement, mais c'est souvent à l'intérieur ou de l'autre bord. Ou quand elle ressort. Quand elle ressort, parce que, tu sais, quand une munition rentre, elle va tout de suite pivoter. Son centre de gravité est en arrière, mais vu qu'elle pivote comme un ballon de football, c'est pour ça qu'il y a des rayonneurs dans un canon, ça va l'empêcher de pivoter, donc ça va lui permettre de mieux se comporter dans l'air. C'est pour ça qu'on fait tourner une balle, parce qu'on voudrait pas la tirer à l'envers, parce qu'évidemment, il y aurait comme le côté plat, moins aérodynamique vers l'avant. Donc, pour compenser cette espèce de tentation-là du projectile de pivoter dans l'air, on la fait tourner. Puis elle est en pointe. Là. C'est ça, mais dès que ça touche cette espèce de... ça s'annule, dans le fond. Là, la balle commence à pivoter. Donc, si tu tires dans un gel là, balistique, là, puis tu peux voir la trajectoire, il y a des vidéos sur YouTube, tu vas vraiment voir qu'au ralenti, la balle commence à pivoter. Puis là, dans le fond, il y a, je pourrais dire, 3 sortes de blessures, en résumé. Il y a le trou, c'est lui-même, là, c'est de la balle qui va être plus gros parce qu'elle est de côté. La deuxième chose, souvent, dépendamment des munitions, il va y avoir des munitions qui vont se fragmenter. Par exemple, la 5.56 militaire, à 100 mètres ou moins, va souvent se casser en plein de petits morceaux. Il y a comme une enveloppe là, par-dessus, le jacket qu'on appelle. Là, il y a une enveloppe par-dessus le projectile, en cuivre. Là, c'est pour ça que ça a la couleur d'une scène noire, souvent. C'est un métal mou qui s'insère bien dans le canon avec les raineux. Tu pourrais pas tirer de l'acier parce que ton canon serait fichu. Là, donc, tu as un métal mou. Mais ça se fragmente, ça fait beaucoup de blessures. Donc, des fois, tu as un petit calibre qui est petit, comme la 5.56 militaire, mais si tu le tires environ à 100 mètres ou moins, la vitesse va faire en sorte, c'est environ 3000 pieds secondes, va faire en sorte que ça va se fragmenter, ça va faire beaucoup d'hémorragie. De dommages en même temps. Ouais. Ça va faire aussi des infections après. Donc là, tu as des dommages. Puis là, finalement, l'autre type de blessure, c'est, j'ai oublié le terme technique, là, je m'excuse, c'est la cavité, je pense, secondaire, j'ai oublié le terme technique, là, mais c'est cette espèce de longue de choc. C'était comme une espèce de coup. Tu sais, la balle passe, puis ça fait comme un coup. C'est comme une espèce d'ongle de choc. T'sais, surtout quand elle passe de côté, là, il y a beaucoup d'énergie qui est dissipée. Ce choc-là peut causer des dommages. Les organes qui sont fragiles, de mémoire, par exemple, je pense le foie, le pancréas, certains organes comme ça, qui sont fragiles. Je pense les poumons aussi. Je suis pas certain. Mais quand il y a un choc comme ça, selon le calibre de la balle, il y a des balles plus petites, plus grandes, il va y avoir une espèce d'ongle de choc autour de la cavité. Donc, cette onde de choc-là peut endommager les organes. Les organes qui sont plus élastiques, on va dire ça, comme le cœur, etc., eux autres sont capables d'encaisser des coups. OK. Fait que tu vois, il y a comme beaucoup de nuances. Là. Ouais. Donc, une arme peut causer des dommages différents. C'est une zone ici extrêmement fragile. On s'entend?
par contre, il semblait avoir une artère ou une veine. C'est pour ça que la théorie du ricochet est intéressante, parce que quand ça ricoche, une balle est de côté, puis là, ça peut causer plus de dommages en avant parce qu'elle peut peut-être rentrer de côté comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis si elle se loge en plus, ça veut dire qu'elle avait moins d'énergie. Ça fait du sens. Okay. Ça fait du sens. Fait que tout ça, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de saignements, je trouvais. Mais en même temps, c'est une zone fragile. Mais tu sais, après ça, il y a eu toutes sortes de théories comme quoi les gars ont comme fait... Il y en a qui ont avancé comme quoi que une fois qu'il était à terre, les gens faisaient comme exprès pour pas le soigner autour parce qu'il était dans le complot, supposément. Fait que là, tu vois, il y a des vidéos qui disent pourquoi il y a pas de sang, ils ont pas de sang sur leurs mains, puis etc. Il y a tellement d'explications possibles. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une blessure par balle, comme ça, j'en ai vu plein, là. OK? De proche, de loin, etc. Puis tu sais, une blessure par balle, la première chose, là, c'est pas un garrot, là. OK? C'est de la pression. Mettons, t'as une balle ici, là, c'est de la pression. La première chose, c'est la pression. Essayer d'empêcher l'hémorragie c'est ça. externe. Puis la pression va régler souvent le problème. Je suis pas un médic encore là. J'ai pas fait l'intervention. Moi, j'ai été proche des gens qui l'ont fait. Ma job, c'était pas d'intervenir sur des blessés, mais j'en ai vu comme c'est à la distance à laquelle on se parle. Là. Il y en a même que j'ai filmé. Donc, la pression. Après ça, si ça marche pas, OK, la séquence, souvent, c'est après ça, tu peux stuffer. C'est comme dans ton kit médical, tu as du gaz, là. Mais ça, si tu l'as pas. Mais tu sais, juste stuffer, là. Ouais. On avait une vidéo qui nous avait montré, c'est un vidéo, je sais pas s'il est disponible publiquement, mais je pense que oui, parce qu'il est quand même assez connu. C'est qu'ils ont fait une expérience sur un cochon, pas euthanasie, mais anesthésie, donc vivant. Puis ils ont tiré dessus, sur la vidéo. Ils nous ont montré ça avant l'Afghanistan, je pense. Puis quand que tu le tires, ils vont vraiment la séquence. C'est assez plate pour le cochon. Au moins, il va se réveiller. Voyons, j'ai donc bien mal. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ouais. Mais dans le fond, après ça, il n'a pas été à l'abattoir. Fait que dans le fond, c'était un mal pour un bien. Mais bon. Fait que c'est quoi, il le tire, puis ils l'ont tiré, puis là, tu vois qu'est-ce qui se passe, le saignement, etc. Puis là, après ça, la pression. Il colmate. Tu stuffes. Puis honnêtement, tu règles comme 3/4 des situations sont réglées comme ça. Après ça, bandage pour sécuriser, pour pas que ça s'infecte. Puis honnêtement, après ça... c'est ça, c'est en attendant de l'amener à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Comment ils appellent ça, les médics, les golden... le golden hour, je pense que... Ou pas le golden hour, c'est les photographes. Je mêle mes affaires. Pas j'ai oublié le terme, ils appellent ça les 5, je pense les 5 minutes. C'est vraiment là, les premiers instants qui sont critiques pour stabiliser quelqu'un, pas le golden hour, je suis tellement niaiseux. Ça, c'est les photographes quand le soleil se couche. Au moins, t'as pas dit le golden shower. Il y a au moins ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi, ça. Mais ça, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. L'important, c'est qu'il y ait une intervention rapide. Critique, c'est ça. Puis en même temps, ça, le problème avec ça, puis que tu vois des médics qui ont moins d'expérience, là, je l'ai vu. En même temps, moi, j'ai jamais fait de soins de combat. J'ai juste vu du monde autour-proche. Fait que là, je parle un peu à travers mon chapeau. Mais souvent, de ce que j'en sais, c'est que quand tu as une situation, faut pas trop te dépêcher en même temps, c'est ce qu'on va dire. Ouais. Respire par le nez. Prendre une respiration, puis le 5 secondes de respiration, des fois, en vaut la peine. Donc, c'est prendre ton temps. Souvent, les opérateurs vont dire « smooth is fast ». Essaye pas de te garrocher. Fait que fais ta séquence, relax, respire par le nez. C'est pas un 5 secondes là, qui va faire la différence. Relax, OK? Puis là, après ça, fais ta séquence, OK? Est-ce que c'est sécuritaire autour? C'est la première question. Si tu fais pas de soins sur quelqu'un, s'il y a un danger encore là, si ça se met à tirer, soit t'évacues, soit tu t'évacues, soit tu te mets à couvert. Ils disent tout le temps gagner l'échange de feu dans un contexte militaire. Dans un contexte-ci aussi, est-ce qu'il y a d'autres tireurs, etc. Il y a toutes sortes de questions de même. Mais la séquence, c'est pression. T'essaies de stuffer si ça marche pas, mais la pression va souvent faire la job. Puis après ça, bandage, etc., évacuation. Puis après ça va être les soins un petit peu plus sérieux, chirurgicaux, etc., extraire le projectile, rayon X, voir s'il y a des fragments, là, c'est de la médecine, là. Mais là, tu sais, en résumé, ça, tu dis que, tu sais, d'après qu'est-ce qu'on voit, puis d'après qu'est-ce qu'on sait, ça n'a pas l'air d'être un professionnel qui Non, c'est ça, c'est un loup solitaire. Ce qui fait, parce qu'un loup solitaire, c'est super dur à pogner. Plus qu'un complot est gros, plus que le complot est facile à pogner. Parce que là, t'as beaucoup de monde impliqué. Il suffit d'une personne qui est pas d'accord. Une fuite, une erreur. Donc, tu sais, un complot, je veux dire, puis un complot, ça peut être juste un groupe de 10 personnes. Tu sais, un complot, c'est pas nécessairement le monde entier, comme un deep state qui veut comme tuer des gens. Des fois, un complot, à la base, la théorie, un complot, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui s'organisent
puis en secret pour attaquer quelqu'un, souvent un assassinat ou un acte extrême. Mais c'est ça. T'sais, ça peut être 20 personnes, ça peut être 100 personnes, mais quand tu as 100 personnes, là que tu essaies de mettre des policiers municipaux qui vont être de mèche, qui vont te laisser rentrer, tu commences à prendre des risques. Parce que là, il faut que tout ce monde-là soit d'accord avec toi. Il faut qu'ils soient willing de prendre les... pour pas se faire prendre eux-mêmes s'il y a une enquête qui s'est révélée qu'ils ont participé. T'sais. Donc, tu as beaucoup d'étapes comme ça qui font en sorte que c'est difficile. Plus que c'est petit, moins tu as de ressources. Des ressources d'entraînement, des ressources d'équipement, des informations aussi, des observateurs, tu as moins de ressources, mais plus c'est dur de savoir que tu vas passer à l'acte. C'est dur, là. De te faire repérer. Tu sais, c'est ça qui est le danger de... Loup solitaire, le problème, c'est que tu sais, quelqu'un qui a été radicalisé sur Internet, tu sais, il y avait une époque où les terroristes venaient de d'autres pays. Par exemple, les gars d'État islamique ou les gars d'Al-Qaïda, puis là, ils venaient de d'autres pays qui étaient entraînés là. Puis là, après ça, ils les envoyaient. Plus facile à suivre, plus facile, parce que là, t'as comme un point d'entrée et de sortie. Plus facile. Mais là, t'as un gars out of nowhere, un blanc comme ça, dans une famille mormon, c'est dur à deviner que ce gars-là va passer à l'acte. Puis il y en a combien de personnes en ce moment qui sont prêtes à passer à l'acte, puis qui sont sur le bord, là, puis qui passent pas à l'acte? Il y en a beaucoup. Encore là, il y a toutes sortes de discussions à savoir est-ce qu'on doit comme faire des espèces d'arrestations préventives comme dans le film Minority Report. Là. Minority Report. Peut-être pas arrêter, mais là, il y a toutes sortes de discussions, mais là, le problème, c'est aussi les droits, le côté éthique. Tu veux-tu comme faire des interventions policières tout le temps avec juste comme un doute? Il l'avait déjà fait là, un peu avec... c'était ben enfant, c'était Edward Snowden là, qui dénonçait ça, là, que tu sais que la NSA, c'est ça, elle surveillait tout le monde quasiment en temps continu. Ça c'est un autre dossier, la surveillance, mais en tout cas, il y a beaucoup d'enjeux éthiques. Mettons là que tu passes à un algorithme d'intelligence artificielle, puis que là, tu as des données. Là, l'accès aux données, c'est une autre question, là, si tu as le droit de le faire. Mais mettons que tu as les données, tu passes ça dans un algorithme d'intelligence artificielle, puis tu veux flaguer du monde à risque de passer à l'acte. Tu regardes, est-ce qu'ils ont fait des achats, tu peux même voir les publications, puis là, tu es très intrusif, puis là, t'en as, exemple, 500 000 qui flaguent. T'as 500 000 cas à aller checker, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu vraiment déployer du monde contre 500 000 personnes qui, tu penses, pourraient passer à l'acte bientôt? Ça commence à faire beaucoup, là. Beaucoup de ressources, là. Puis en plus, on parle même pas des enjeux de droits humains, puis de lois, puis c'est complexe, là. Trouver du monde de même, là, un loup solitaire, c'est vraiment dur. Là, tu peux faire ce qu'on appelle la dissuasion. Fait que, tu peux faire en sorte que le périmètre ait l'air tellement sécuritaire que une personne qui a le goût de le faire va faire non. Oui, il a repensé avant. C'est la dissuasion. D'ailleurs, souvent même en Afghanistan, on en faisait des opérations qu'on appelait show of force, qu'on faisait exprès d'être en vue quasiment, comme sniper. Qu'on se cachait pas pour montrer notre présence. Pour le monde, pour que les gens voient, OK, il y a une présence, il y a des snipers qui observent, ça peut garder... Ça peut... mettons que tu veux faire une fouille... Il hésite avant de passer à l'acte. C'est ça. Mettons que tu as un village, mettons, on fait un rapprochement avec l'Afghanistan, tu as un village qui est plus ou moins taliban, qui commence, selon tes informations, à virer, de l'infiltration ennemie. Il y a peut-être 2-3 sympathisants collaborateurs dans le village, mais ça reste un village pas encore très taliban. Tu veux faire une patrouille de présence, tu veux fouiller avec les chiens, etc., les canines, voir s'il n'y a pas des caches d'armes, des munitions, tu veux peut-être aller jaser à 2-3 personnes, etc. Tu veux-tu vraiment foutre la merde puis commencer à rentrer en kickant des portes partout? Peut-être pas. Peut-être que tu veux placer tes gars, show of force, tout le monde tu fais de la dissuasion en même temps, t'es prête en même temps aussi, tu fais pas juste bluffer, tu fais ton opération. Quand tu fais de la sécurité aussi, c'est un peu de ça, là, tu vas souvent avoir... t'as souvent, en fait, là, quand tu mets les ressources, t'as souvent des équipes cachées et des équipes exposées. T'sais. Ça, c'est public que je peux en parler, mais tu vas avoir les deux. Fait qu'il y a des snipers que tu verras pas. Puis ils sont peut-être dans une chambre d'hôtel, ça peut être bien des places, là. Puis là, t'as ceux que tu vois sur les tops qui regardent avec leurs jumelles, puis qui sont bien en vue, puis que tu peux les prendre en photo, puis tu te dis, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont pas cachés. C'est plus compliqué que ça, là. OK? Il y a un aspect aussi dissuasion, il y a un aspect... Il y a tout ça. Des fois, t'as pas les ressources. Tu sais, mettons, je te dis, t'as pas le budget pour avoir toutes ces équipes-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois-tu comme... T'as 4 points où tu voudrais occuper par prévention au cas où quelqu'un aille sur ces endroits-là, comme un tireur, mais t'as pas les ressources.
Dans ce cas-ci, on avait une université, c'est pas leur expertise de faire ça. Je pense que tu avais comme 2-3 polices qui gardaient. Il y en avait 6 polices de campus. 6, okay. C'est okay, des 6, policiers, mais de c'est comme le gars, au campus. C'est quoi son expertise? Je veux dire, il est pas nécessairement préparé à faire ça. Ouais. Mais le FBI puis le ATF, il était pas... mais tu sais, c'est une université puis une entreprise privée qui vient faire un débat controversé dans un contexte de radicalisation. Eux autres, une entreprise privée, veulent-tu vraiment payer comme la sécurité privée à haut prix avec du monde extrêmement... La crème de la crème, ex-Special Force qui a fait le tour du monde, qui a sauvé 10 ambassades de suite. Tu veux-tu vraiment payer ce monde-là à temps plein, à toutes tes tournées? Tu seras pas rentable comme business. Tu comprends? Je veux dire, c'est cher, là. Faire ça. Fait que il y a toutes sortes de choix et de sacrifices qui font en sorte que tu peux pas sécuriser parfaitement. L'autre chose, c'est que même si tu as les budgets limités, mettons que tu as les ressources. Tu as le budget limité, tu as tout. Faut pas t'oublier quelque chose, c'est que faire la sécurité, ça peut mettre beaucoup de friction. Ça peut disrupter l'expérience, on va dire ça comme ça. Tu sais, si tu commences à faire des scans de métal, des scans de rayons X, tu sais, ça se ferait, là. Tu pourrais faire des scans de rayons X. Tu pourrais faire un périmètre autour de l'université. Tu pourrais faire que n'importe qui rentre sort, c'est rayons X, détecteur de métal, background check, qui prend 2 semaines. Tu peux tout faire ça, là. Ça se fait, là. Sauf que tu viens disrupter l'événement, là. Qui va aller? Puis le coût aussi. Est-ce que si tu veux, toi, aller à un événement, il faut que tu passes 3 heures de file d'attente, il faut que tu fasses faut que tu t'inscrives en avance, ils vont faire des background checks, voir c'est qui, etc. Tu veux-tu vraiment un événement comme ça? Donc, mais on dirait que les Américains sont plus habitués à ça. Moi, mais c'est un entre-deux. C'est un entre-deux. À quel point tu veux disrupter l'expérience client, entre guillemets, avoir un niveau acceptable de sécurité, il est là le problème. C'est un pari. Là, à cette heure qu'on le sait, c'est facile. On dirait, ben là, il faudrait un maximum de sécurité. Oui, mais si je te dis que ça fait 123 événements que tu fais qui sont corrects, qu'est-ce qui dit que le 141e va arriver quelque chose? C'est ça qui est arrivé. Puis souvent, en cybersécurité, on classifie tout le temps les risques de cette façon-ci. Tu as les high risk, high impact. Après ça, tu as les low risk, high impact. Ça, c'en est un. Pas low risk, basse probabilité, mais high impact, un assassinat par un tireur isolé. Donc, une probabilité très faible, ça arrive pas souvent quand même, mais l'impact est grand. T'sais. Donc, tu essaies de classifier, évidemment, tu priorises. Donc, c'est quoi la principale chose dangereuse qui pourrait arriver? Une haute probabilité, haut impact, etc. Tu essaies de classifier les choses. Souvent, une menace dans un événement de même, c'est tout simplement une voie de fait. C'est quelqu'un qui est fâché envers, par exemple, Charlie Kirk ou envers une autre personne. Il fout la merde. Puis là, il se met à, mettons, je sais pas, moi, ça peut être aussi bête que l'ancien premier ministre Jean Chrétien qui se fait entarter. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Des fois, la menace est conne de même. Ça reste drôle, là, quasiment à la limite. Mais ça reste une voie de fait, tu sais. Je veux dire, tu peux pas commencer à faire ça. Ouais. Mais... Et là, la menace, des fois, c'est un gars qui veut entarter ton premier ministre ou ton gars, et non le gars qui veut l'assassiner. Donc, il faut que tout tu vois. Puis ça, il y a plus de risques que ça arrive que l'assassinat, peut-être. Tu sais, un disrupteur de foule, pas un disrupteur qui arrive là, un groupe de 20 personnes. Un perturbateur. C'est ça, qui se met ensemble, puis qui se mettent à aller autour de la tente, puis avec des pancartes, puis là, l'événement est disrupté. Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as-tu le droit, first, d'intervenir? Les policiers, peut-être, sont là pour ça, c'est les forces de l'ordre. Les agents de sécurité n'ont pas nécessairement le droit. C'est ceux qui sont engagés d'un côté privé, eux autres, ils ont peut-être pas le droit de le faire. Il faudrait voir les lois, régulations, etc. Il y a toutes sortes d'enjeux à ce niveau-là. Mais on voit, là, comme en discutant juste 10 minutes, comment que c'est compliqué. Puis c'est pas quelque chose qui... c'est pour ça que quand tu vois des commentaires de personnes qui ont l'air tellement à tout savoir, tu te dis... c'est bon, c'est bon de spéculer, là, des opinions, mais dis-les d'un ton humble. Mais beaucoup de peut-être et de je pense que dans tes phrases. Mais t'as le droit, là. On est intelligent, il y a plein de gens intelligents qui sont capables de regarder des images et d'avoir des opinions. C'est juste cette espèce d'arrogance-là que je vois un peu partout, cette radicalisation de part et d'autre que je vois dans les commentaires ou peu importe, que je trouve un peu déplacée et nuisible, dans le fond, au débat. Ben oui. Ouais. Avant qu'on passe justement, mettons, plus du côté des autorités, j'avais une dernière question parce que tu en avais parlé dans un podcast avec Denis Lévesque, puis tu parlais justement de l'effet psychologique sur quelqu'un, tu sais, sur le tireur avant de tirer, qui est tellement intéressant. C'est ça, ça a un impact énorme sur comment que ça peut se dérouler. Tabarnouche, c'est tellement crucial. On sous-estime la partie émotive, on va dire ça de même,
de tirer quelqu'un. Je veux dire, tu tires quelqu'un la première fois, honnêtement. Surtout quelqu'un qui n'a pas de formation. C'est ça, ben, tu vas peut-être... Ouais. Moi, je me rappelle, là, on shakeait après, là, souvent. Puis ça prend une certaine habitude. Probablement que là, là, je vais y aller cru, là, ce que je veux dire, mais mettons que j'abattrais quelqu'un, il y a des chances que là, vu que ça fait longtemps, ben là, peut-être que je serais encore sur le nerf, tu sais. Puis là, peut-être que je shakerais après, puis pourtant, tu sais, je commence à être relativement habitué à ces situations-là. Puis je serais comme, tu me remets dedans demain, peut-être que les réflexes vont revenir comme rien s'était passé, puis je vais peut-être être on the ball. Peut-être pas aussi. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on envoie des militaires déployés, on fait ce qu'on appelle une montée en puissance. Donc, c'est un entraînement graduel. Et ce que tu cherches dans l'entraînement, c'est beaucoup le conditionnement. Tu sais, t'essaies de développer des réflexes. Plus que t'es proche, plus que dans une situation de stress, mettons qu'on aurait une fusillade avec mettons, une arme de poing, là, plus que ça devient des réflexes et du conditionnement. Plus que t'es loin, mettons que t'es un commandant, là, on va y aller à l'extrême, mais plus que c'est plus vraiment des réflexes, c'est plus une capacité d'analyse, etc. Mm-hmm. Donc, c'est plus la même game. Mais tu sais, si t'entraînes des opérateurs, par exemple, des fois, je participe à de l'entraînement, par exemple, avec des armes de poing. Mais si tu prends une arme de poing, c'est des réflexes, là, c'est de le faire constamment. Si un entraînement tactique, ben, tu vas mettre ta main, par exemple, sur le chest comme ça, tu vas dégainer. Puis pourquoi tu mettrais ta main comme ça, c'est parce que tu veux pas qu'il y ait d'accident. Il y a toutes sortes de raisons aussi, c'est parce que là aussi tu peux te protéger, tu peux pousser quelqu'un comme ça en dégainant. Tu as toutes sortes d'avantages, mais là après ça tu rejoins ton arme comme ça. Tu essaies de développer des réflexes comme ça que tu y penses même plus quand tu le fais. Tu dégaines, ça vient tout seul. Tu comprends? Tu places ton arme, c'est automatique. Ça vient pas naturel, genre. C'est ça qu'on cherche. Avec les snipers, c'est pareil, tu as une séquence qui est un petit peu moins instinctive parce que là, encore là, on est plus loin. Mais tu essaies de développer des réflexes, des conditionnements, une séquence prévisible que tu peux répéter. Puis là, si tu as un tireur, par exemple, une équipe de tireurs d'élite, ben, tu sais, ça fait, c'est pas moins, moi je donne un chiffre dans le vide, là, 3000 balles que tu tires depuis, je sais pas moi, 3-4 mois, puis que tu t'entraînes sur des cibles, ça arrête pas, tu fais des scénarios, tu cours, etc. Ça se peut-tu que dans la réalité, la surprise soit moindre que quelqu'un qui arrive à froid, puis que son seul entraînement, c'est d'avoir zéroté son arme sur le champ de tir, le club local. Ouais. Donc, on essaie de chercher un conditionnement, mais même à là, il y a quand même un niveau de stress qui est vraiment plus élevé qu'on pense. Et pour un tireur comme ça, c'est sûrement très énervant. Pense à ça, là. T'es au campus de l'Université Laval, puis il y a un événement politique, quand même d'une certaine importance, puis tu t'apprêtes à appuyer sur, d'utiliser une arme à feu, là, puis d'assassiner quelqu'un. Pense au niveau de stress incroyable que tu vas vivre. Ah, t'es sénère en tabarnak. C'est peut-être pour ça qu'il a manqué. Oui, là, ben, en tout cas, c'est avec la plaque, là, peut-être qu'il n'a pas manqué, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'à ne pas sous-estimer. Le niveau de stress, là, très, très, très... élevé. Oui, puis ça affecte ton efficacité. Mais tu peux pallier à ça avec un bon entraînement qui va, comme dans le fond, inculquer des conditionnements le plus possible. Fait que c'est pour ça, tu sais, maintenant tu disais que pour celui qui avait essayé d'assassiner Donald Trump, tu sais, il a pu le manquer de même à cause de ça, à cause trop stressé. Il arrêtait pas de tirer. Parce qu'il a tiré plus qu'une fois, je crois. Oui, c'est ça, il a tiré pas mal, puis la cible bouge aussi, mais encore là, c'est ça, il était probablement il était sur le nerf, là. Ouais. Tu sais, c'est live en maudit, là, puis là, en plus de ça, ça réagit, là, quand tu tires, là. Il y a du monde qui bouge, ça court de partout. Puis là, tu sais qu'il y a des forces de l'ordre qui vont te snapper. Tu sais, je veux dire, il y a un effet de surprise. T'as quelques secondes d'avantage, mais après ça, ça te retombe dessus, là. Ouais. Tu sais, donc t'as ce stress-là de te faire tirer. Je veux dire, c'est pas comme... Tu sais, si tu sais, puis tu sais que la probabilité de te faire tirer dans les prochains 20 secondes est élevée, ça se peut que tu sois vraiment stressé. Ben ouais. Puis les conséquences aussi légales sur ta vie, etc., tu sais, l'arrestation, c'est pire que être un militaire qui est dans une zone d'opération, parce que une zone d'opération, tu sens que tu as comme le droit. Donc ça enlève beaucoup de stress, qu'on va dire. Là. Mais faut que tu sois convaincu en esti de ton affaire, parce que tu te dis, il me reste c'est peut-être mes 5 dernières minutes là, à vivre. Là. Ouais. Moi, pour vrai, tout le processus psychologique de ça, je peux m'imaginer, parce que je sais c'est quoi, tu sais, comme arriver dans des situations un peu semblables, mais je l'ai jamais vécu faire une affaire comme ça. Donc, mais je peux m'imaginer que c'est ça, c'est le stress. Tu vois plus clair, là.
C'est pour ça que des fois, ils font des erreurs. T'sais, il a mis son arme à feu dans un petit boisé comme quasiment à côté. Là. C'était pas loin, je veux dire. Faut que tu te dises que faut que tu te vois un peu comme un enfant qui fait un mauvais coup, là, puis qui saute par-dessus une barrière, puis qu'il va qu'il se dépêche de sacrer son camp. Tu vas pas nécessairement y aller d'une façon très... ça va être le chaos. Ouais. OK? Puis c'est pas logique, tu vas faire déjà. probablement des erreurs. OK? Ok. À moins que ça soit extrêmement bien planifié, que tu sois un professionnel, puis etc. Il y a toutes sortes de façons, mais encore là, tu sais, c'est à ne pas sous-estimer l'aspect psychologique, là. Mhm. Beaucoup plus important qu'on pense. D'ailleurs, à la guerre, tout le monde sait tout croche. Mhm. T'sais, au combat, là, ça tire partout pour rien. OK? Ça tire par-dessus les murs, à la hanche, ou ça vise pas. Le monde sont énervés, fait qu'ils tirent partout. Souvent, moi, je pense même que les tireurs d'élite, notre force, c'est pas tant, oui, notre équipement, mais c'est aussi notre état d'esprit. On est juste conditionné à tirer plus précisément. Donc, tu me donnes la même arme que quelqu'un, peut-être que je vais juste être plus précis parce que je suis juste habitué de tirer d'une façon plus délibérée, plus méthodique. Tandis que si tu regardes, si je me fais à mon expérience dans toutes les zones de guerre que j'ai été, les gens tirent tout croche. Tu peux avoir des centaines et des centaines de balles qui sont tirées, aucune va toucher, de part et d'autre. Ah ouais. Tout le monde tire partout. Ça peut être juste cet effet-là. Fait que t'as beaucoup de stress, puis ça, c'est parmi souvent même des professionnels. En plus. Ah oui, même des soldats occidentaux qui tirent tout croche, j'en ai vu. Le stress, là, tu sais, t'as du monde qui te tire dessus, puis là, ton corps veut comme réagir, fait que là, tu te mets à tirer, mais c'est pas d'une façon efficace, tu sais, dans le fond. Là, tout à l'heure, t'as parlé que, c'est ça, le tir, il était vraiment pas loin. Tu sais, ma question qui venait avec ça, c'était, pourquoi qu'ils l'ont pas vu, tu sais? Genre, si le gars, il est vraiment pas si loin que ça, même s'il est couché sur un toit. Tu sais, parce que je pense qu'il y a quand même du monde qui ont montré des photos que, il y a de l'air d'avoir quelqu'un sur le toit, tu sais, puis les autorités l'ont pas vu, il y a rien qui a été fait. Tu sais, en même temps, tu sais, tout ça déroule vite, là, puis là, comme tu l'as dit au début, on fait spéculer, là, tu sais, mais est-ce que même Charlie Kirk aurait pu le voir, son assassin? Là, c'est le fun parce que je peux parler, parce que je sais c'est quoi parler devant une foule, je sais c'est quoi être dans des événements, etc. Donc, t'es dans ta bulle, là. OK, tu peux pas commencer à faire ta sécurité. Peut-être que je serais capable de regarder, mais je veux dire, t'es tellement dans ta bulle de conférencier, je pourrais dire comme ça, que t'es vraiment pas... T'es vulnérable quand tu fais quelque chose, OK? Faut que t'aies quelqu'un qui le fait pour toi, là. Puis encore là, tu vois quelqu'un sur un... T'es à l'université, ça fait 173 événements que tu fais comme ça. Puis là, c'est au 174e. Dans un état normal. Il n'y a pas eu d'avertissement de rien. Puis là, il y a du monde qui te prend en photo. Il y a du monde qui t'observe de la cafétéria, de ci, de ça. Puis là, tu vois quelqu'un qui est sur un top de building. Bon, tu te dis, c'est peut-être un employé qui... Il y a des génératrices, là, des fois, sur les... Tu l'associes pas tout de suite à... Tu vas-tu tout le temps, tout de suite, conclure que c'est comme une tentative d'assassinat là? Ouais. Tu vois quelqu'un qui se promène, ça peut être... un employé qui fait exemple la maintenance sur les génératrices qui sont souvent sur le dessus, les systèmes de climatisation aussi, ils sont souvent sur le dessus. Ou un curieux, genre. Puis là, vas-tu vraiment penser à tout ça? Là, je fais de l'analyse, là. Mais moi, je suis habitué d'analyser vite les affaires. Mais tu vois quelqu'un sur un dessus d'un building commercial, d'une université, tu vas tout de suite dire, ça y est, on le tire. Ah ouais, go! Puis là, si tu te trompes aussi, là. Encore là, une façon de faire la sécurité, c'est de tirer la moindre des menaces. Mais là, tu veux-tu vraiment tirer n'importe quoi qui est une menace? T'sais? Il peut y avoir des victimes là-dedans. Mais t'es mieux de prévenir que guérir. La dissuasion, c'est une chose. T'as tout le travail en amont d'enquête de trouver quelqu'un qui veut passer à l'acte avant. Si il y a plusieurs lignes de défense, dans le fond. La première, c'est ça, c'est la prévention, la détection. Après ça, tu as occupé les lieux. Si tu as littéralement du monde sur les lieux, sur le toit, par exemple, ben c'est difficile, là, tu peux pas y aller avec des armes. L'autre chose, occuper. Après ça, c'est observer. Est-ce que tu as du monde qui observe tous les endroits? Est-ce que tu as les ressources pour le faire? Si tu n'as pas les ressources, ben il va alterner. Il va alterner. Là, c'est quoi le protocole après ça? Le protocole, c'est-tu si on voit quelqu'un, c'est out? Il y a peut-être des choses aussi à faire aussi. Tu peux peut-être aussi faire participer les organisateurs ou l'université. Tu peux leur dire, est-ce qu'on peut avoir des volontaires qui vont aller sur les lieux, qui vont avoir des dossards bien identifiés, etc., des radios.
on connaît leur nom, on connaît c'est qui, puis ils vont occuper, puis ça va au moins faire une présence. Comme ça, quelqu'un qui arrive avec une arme à feu, ça va être difficile pour lui d'opérer. Tu sais. Là, c'est une solution qui coûterait moins cher, qui coûterait peut-être même rien, puis qui aurait quand même un impact. Est-ce que c'est mieux d'avoir des professionnels? Oui. Mais le professionnel, il va te coûter combien par année? Tu sais? Il y a une autre affaire qui a été pointée du doigt, c'était le manque de drones. Tu sais, de quelqu'un de surveillance avec un drone qui peut aller checker. Ça s'en vient de plus en plus. D'ailleurs, j'ai investi dans une action en bourse qui font de ça. De la sécurité, dont les drones. Mais j'oublie le nom. Mais oui, les drones, c'est quelque chose qui peut être bénéfique, là, parce que là, tu as de l'observation du sol, mais en même temps, tu as de l'observation aussi des heures. Donc, c'est parfait. C'est ce qu'on appelle trianguler. Alors, souvent, on appelle ça des ressources, mais tu peux utiliser plusieurs ressources, puis quand tu les mets une par-dessus l'autre, tu as une image encore plus claire de ce qui se passe. Il faut faire attention parce qu'on vit une époque où c'est facile de saturer l'information. Si tu as trop d'informations, des fois, ça bloque, ça paralyse. Donc, si mettons, tu es responsable de la sécurité, puis tu as un équipement de surveillance, tu as des radios, tu as des puis là, tu as 10 opérateurs sous tes ordres, puis après ça, tu as 3 drones. Ça se peut que tu sois saturé d'informations. Tu sois plus capable de prendre des décisions rapides. Tu vas être trop overload. OK? Fait qu'il y a des enjeux à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est un métier. Là. Il y a du monde qui font ça à temps plein, là, ce qu'on est en train de dire. Là, on spécule, on jase, mais c'est complexe. Mais ce qu'il faut comprendre aussi dans un risque d'assassinat comme ça, c'est une priorité que tu préfères aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui observe depuis le point de vue de la cible potentielle la plus probable, donc Charlie Kirk dans ce cas-ci, ou le conférencier controversé. Puis si la cible veut abattre le conférencier, on pourrait l'appeler conférencier, là, je sais pas si c'est le bon terme, là. Mais bon, la personne d'intérêt, je sais pas comment l'appeler, là, mais bon, Charlie Kirk. Mais si on met quelqu'un qui est proche de lui, qui observe de son angle, ben en même temps, je veux dire, tu vois tous les endroits potentiels où il peut tirer, parce que si le tireur veut abattre cette cible-là, il va être visible aussi de ta position. Ouais. Tu comprends? À moins que tu sois trop loin, etc. Mais tu sais, si t'es vraiment proche, tu sais, fait qu'il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qu'on peut faire. Pas besoin d'être nécessairement un professionnel, juste en ayant la jugeote, là, on peut commencer à réfléchir. Ce qui part vraiment de la source du problème, souvent, c'est la complaisance. C'est de penser qu'il n'arrivera rien parce qu'il ne s'est rien passé dans le passé. La complaisance amène la négligence. Presque toutes les catastrophes humaines ont été précédées de complaisance. De gens qui pensaient que ça peut pas arriver. Ou que, mais non, voyons donc, ça se peut pas. Quand tu penses aux business qui crashent, parce qu'ils sont disruptés par une nouvelle technologie, énormément de business qui plantent, parce qu'ils n'ont pas vu venir la disruption, les disruptors. Puis ils ont juste du revers de la main, ils ont dit ça se peut pas, c'est une entreprise familiale, ça fait 50 ans qu'on est là, ça se peut pas que ça parte maintenant. Puis là, paf, la nouvelle technologie te disrupt puis t'es out of business. Genre la télé avec l'Internet. Là. La télé, on vit à un âge en fait de disruption de toutes sortes. L'environnement, les problèmes géopolitiques, les systèmes financiers qui ont des problèmes, les crypto-monnaies qui embarquent là-dedans, les gens qui perdent confiance dans le système, les institutions qui perdent aussi le support de la population de plus en plus en Occident. Là, t'as un paquet de disruptions, OK? Un par-dessus l'autre. Il suffit qu'il y en ait une qui aille jusqu'au bout, que ça peut amener des conséquences vraiment dramatiques. T'sais. Mais souvent, c'est la complaisance qui est à la source de tout ça. C'est de penser, ça peut pas m'arriver, ça peut pas n'arriver. Ah, ça se peut pas, voyons donc. La Russie attaque comme dans la Deuxième Guerre mondiale avec des tanks partout puis des missiles. Voyons donc, on n'est plus à une époque barbare, là. Ça se peut pas que la Russie fasse ça. Voyons donc. C'est impossible. C'est impossible que quelqu'un ose tirer l'ex-président Trump. T'sais, c'est impossible. Voyons donc, qui oserait faire ça? Ça, c'est dans le passé, là. C'est Lincoln et les présidents. Peut-être Kennedy, mais maintenant, les gens, on est civilisés, on a les services, les polices, etc., ils sont beaucoup plus alertes, etc. Voyons, c'est impossible que ça arrive. Donc, la complaisance. Ça amène la négligence. La complaisance, c'est vraiment la source de bien des problèmes dans la vie. Tu regarderas ça, là. Buffett a dit ça, justement. Il a dit, je pense qu'il s'est fait poser la question, c'est quoi la première cause d'échec des entreprises? Pourquoi il y a des entreprises qui sont dans les S&P 500, les 500 plus grandes capitalisations, puis qui débarquent? Ils ont tout de leur bord, ils ont les ressources, ils ont le momentum, ils ont le marché, ils ont l'argent, puis pourquoi tu te fais débarquer? Il dit, c'est la complaisance. C'est que à un moment donné, tu arrives à un point que tu penses que t'es bon parce que t'es bon.
puis que tu vas rester bon parce que t'es le meilleur. C'est tout. T'as plus besoin de t'en faire avec la compétition, avec les autres qui s'en viennent en arrière, parce que t'es bon. Complaisance. Les Russes, c'est pour ça qu'ils ont perdu, qui sont en train de... du moins que ça se passe, du moins pas comme qu'ils pensaient en Ukraine. Complaisance. Ça va être facile, l'Ukraine vont s'effondrer. Ouais, au début, là. Ouais, c'est ça, ils auront pas le support. Regarde, on a pris la Crimée, puis le Donbass très facilement. Il suffit d'envoyer nos armées au complet, puis ça tout va s'effondrer. La complaisance. La complaisance, dans ce cas-ci aussi, qui est plus pardonnable, parce que quand tu fais de la sécurité comme ça, ben t'as tellement de situations qui se passent rien, que naturellement, tu vas avoir tendance à devenir complaisant puis penser que ça va jamais arriver. Puis, dans presque tous les cas, tu vas avoir raison de penser qu'il arrivera rien. Il arrivera rien. Ça m'emmène à parler des mythes, là, tu sais, parce que tout à l'heure, on en a effleuré un, justement, celui que la balle a pu ricocher sur son gilet pare-balles. Mais vu que tu as répondu à celle-là, tu sais, moi, il y en a d'autres que... Je pense que c'est celle-là, c'est la plus farfelue que j'ai entendue. Là. Fait qu'en tout cas, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, mais je pense que c'était un analyste politique. Lui, il a dit, mais là, tu sais, on n'en sait pas encore assez en ce moment. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être c'était un fan qui était surexcité, qui a pris son gun, qui a tiré dans les airs, puis ça y a pogné dans la gorge. J'ai arrêté de regarder toutes les théories possibles parce qu'il y en a tellement. Non, mais ça n'a aucun sens. Ça ne fait pas de sens à premier regard, tu sais. Encore là, amène des arguments. L'argument de la plausibilité n'est pas suffisant. Parce qu'il y a tellement de choses plausibles dans la vie que si tu me dis ça fait du sens que c'est un point de départ, mais c'est pas une finalité en soi. Donc, est-ce que ça se peut que quelqu'un ait tiré de même? Extrêmement peu probable. C'est assez farfelu comme théorie. Non, mais tu sais, un petit coon qui dit ça dans un podcast, tu sais, je fais comme, ben oui, veux pas, c'est un podcast, c'est n'importe qui, ils n'ont pas de formation. Il y a même une théorie du micro qui a explosé. T'as entendu ça. Mais tu sais, un professionnel qui dit ça je pense que c'était à CNN ou de quoi de même. Tu sais, il y a de quoi quand même de pas sérieux. Là, non, c'est ça. Ben encore là, t'as le droit d'avancer n'importe quelle théorie que tu veux, mais amène des arguments. Puis le fait que ça soit possible n'est pas suffisant. Le micro, la théorie du micro piégé, j'aime pas cette théorie-là. Parce que c'est petit, premièrement. Fait que tu peux pas packer beaucoup d'explosifs. Tu risques de blesser plus que de tuer. Fait que à la base, c'est un problème à ce niveau-là. La détection, mettons que tout l'équipement est scanné par des chiens, les canines, ben là, l'explosif va peut-être être détecté. C'est un autre problème. Mais c'est petit, ça bouge. Mais mettons que tu fais une espèce de... Parce que, tu sais, comment on appelle ça? Un lavalier, du valier? Ouais, un lavalier. Lavalier, oui. Tu sais, les petits micros, les clépones, là. Ben, tu sais, les clépones sont petits, puis ça bouge, c'est un tube. Fait que mettons que tu dis, on va faire un projectile, un canon avec ça. C'est difficile à faire, mais faut que le micro marche en même temps, tu sais. Parce que là, il y a peut-être du monde qui vont le tester. Tu sais, fait que là, il marche pas. Fait que là, faut qu'il marche. Faut qu'il imite un vrai micro avec toutes les composantes. Là, faut que tu tires un projectile, puis ça bouge, là, tes chandails, tu sais. Vas-tu le clipper à la bonne place? Tu sais, la personne se penche, puis le micro, il pointe vers le haut de même. Ton piège, il marche plus. C'est quoi ça? C'est que le Ben, micro y a une théorie explose comme quoi ou c'est que la balle est... Ben là, il y a eu la théorie. Elle attire ou... Attire, mais là encore, là, on pousse loin, là. Mais tu sais, il y avait une théorie que ça serait comme une espèce de projectile. OK, dans le... Ouais, que le micro serait comme, tu sais, comme canon. Ouais. Ce qui est vraiment très, 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 très farfelu. C'est très poussé. Oui, c'est pas crédible. C'est comme... tiré par encore là, amène-moi des arguments, mais... Il n'est pas d'un film de James Bond. Là, c'est parce que ça bouge, tu sais, je veux dire, on le clip là, puis là, tu te penches, puis là, ça... Je savais pas si tu parlais d'un micro qui allait exploser. Mais tu peux le faire exploser comme les Israéliens ont fait avec les bagettes, là. Ouais, c'est ça, mais là, l'explosif plus gros. Ben ouais, mais c'est bien plus gros un cellulaire. Et aussi, le but, c'est pas d'assassiner assurément quelqu'un. Dans le cas des Paget, le but, c'est de disrupter, blesser. Tu veux pas assassiner. Tu veux... Si ça perturber. C'est ça, là, t'as des milliers de personnes qui travaillent pour l'Hezbollah, puis là, tu veux les impacter, tu veux les disrupter. Les intimider, tu sais, montrer qu'ils sont en sûreté. Exactement, t'as tous ces ces effets-là que tu peux aller chercher, sans nécessairement chercher un assassinat qui va être garanti, là, absolument. Donc, c'est pas comme ça que t'assassines quelqu'un avec des petits micros comme ça, là. C'est pas crédible, là, comme théorie, selon moi. Il y en a d'autres qui disaient que la police a laissé ça aller parce qu'ils voulaient que ça arrive. On dirait qu'il y en a qui veulent absolument que il y ait quelque chose, une théorie. C'est du cherry picking. C'est
c'est connu, ça, que... Ben là, on a tendance à le faire, les humains, en passant. Fait qu'il faut se méfier de nous-mêmes. Que du cherry picking, c'est genre, tu prends t'as une opinion, puis là, tu vas chercher ce qui va confirmer ton opinion. Ouais. Tout en, psychologiquement, tu vas comme avoir tendance à ignorer ce qui contredit ton opinion préétablie. Donc, par exemple, si t'es quelqu'un de droite, tu vas avoir tendance à ignorer les arguments de la gauche. Même ceux qui sont valides. Parce qu'il y a des arguments valides de la gauche comme de la droite. En fait, tu peux me dire n'importe quel groupe radical, n'importe quel tu veux, là, je serais capable de trouver quelque chose de vrai qu'ils vont dire. Il y a même un adage qui dit « Une horloge brisée donne l'heure juste une fois par jour ». Il y a du vrai de toutes les bords. Il y en a qui ont plus de vrai que d'autres. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de vrai, mais il y a quand même un fond de vérité dans beaucoup de mensonges. OK, fait que c'est ça. Fait que toi, ça, t'embarques pas là-dedans. À moins qu'il y aurait des preuves qui te montreraient... C'est ça, c'est tout le temps avance, tu sais, amène des preuves autres que ça se peut, tu sais. Puis des fois, le complot est pas plus compliqué que c'est un gars sur YouTube qui veut se partir une chaîne, puis il veut des clics pour en vivre, puis il va dire... Fait il raconte un peu n'importe quoi. Tu vas dire ce que tu vas entendre, puis il va mettre un gros titre sensationnel, puis il va parler comme un gourou avec beaucoup de certitude. Puis si tu as un profil de quelqu'un psychologiquement faible, tu vas vouloir des certitudes, parce que la nuance fait peur. Donc, la nuance implique que c'est pas sûr, peut-être que c'est vrai, peut-être que non, ça implique... Une certitude, c'est beaucoup plus séduisant. Voici ce qui s'est passé. C'est sûr que ça s'est passé, voici le vidéo. Puis là, tu montres pas les 4 autres vidéos qui contrediraient cette théorie-là. Tu montres le vidéo qui va, dans le fond, renforcer ta théorie du cherry picking. Il y en a qui disaient que il peut pas avoir fait ça tout seul. Fallait qu'il y ait un complice. Non, tu peux le faire tout seul. Faut pas... Les forces spéciales britanniques ont un proverbe qui dit « Who dares wins ». C'est sur leur badge. Tu sais, c'est comme 2 ailes avec, je pense, une dague au milieu. Puis là, il y a comme un ruban en dessous, puis c'est marqué « Who dares wins ». Qui ose gagne. C'est tellement magique. J'adore ce proverbe-là, parce que c'est vrai. Tu remarqueras que dans la vie, il y a beaucoup de monde qui réussissent, sont tellement blunt, sont tellement comme... Ils osent faire quelque chose que personne ose faire. Puis là, ça marche. Genre confiant, genre. Mais puis souvent, c'est exemple la Hamas qui a attaqué Israël en octobre 2023, leur attaque terroriste, il y avait des paragliders. Tu te rappelles des images? Ils ont traversé la frontière avec des paragliders, toutes sortes de façons. Ouais. Puis ils ont fait une espèce d'invasion terroriste qui a trop bien marché, d'après moi. Puis ils ont tellement who dares wins, ils ont tellement fait quelque chose qui est comme invraisemblable puis arrogant que ça a fonctionné. Puis souvent, on est surpris comment que il y a des failles de toutes sortes. Exemple, un de mes films préférés, c'est comment ça s'appelle? Catch Me If You Can. T'as déjà vu ça là, avec Leonardo DiCaprio? Génial, j'ai lu le livre, Tom Hanks. Vraiment bon. Puis c'est ça, là, dans le fond, il faisait de la fraude. Puis là, il allait à une banque, il avait même pas 18 ans, mais il avait de l'air plus vieux, il avait de l'air crédible, ça, c'était une force qu'il avait. Il y avait un aviateur. Ouais, il s'était déguisé en aviateur, puis là, à un moment donné, il y avait un scheme, il était très intelligent, mais lui, il a fait ça, who dares wins. Tu sais, il allait devant, pense-y, là, t'es un gars, je me rappelle plus quel âge ça a commencé, peut-être 17 ans, 16 ans, ouais. Mais il était mineur, je sais qu'il a commencé mineur. Là, tu t'en vas avec ton sou de pilote complètement fake, tu t'en vas de voir un directeur de banque, avec le marbre puis les colonnes, puis là, t'oses demander ben du cash. Ouais, un prêt. T'es sûr de toi, là. C'est blunt en tabarouette, là. Puis il te le donne. Mais tu sais que tu vas te faire pogner. Parce que là, le temps qu'il réalise que ton chèque, il y a rien, là. Lui, il avait fait un scheme. Il s'était dit, écoute, il avait compris que les numéros étaient reliés à certaines succursales. C'était une époque qu'il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Ouais. Fait qu'il ne communiait pas tant que ça entre eux lui, autres. Il disait, si je m'en vais côte ouest, le numéro de mon chèque, il va faire en sorte qu'il va être validé côte est. Fait que le délai va me donner un temps. Mais il va se faire pogner. Mais le temps que ça prend, il va pouvoir avoir du cash. Puis là, si tu vois dans le film aussi, il était très who dares wins. Il était blond, il faisait quelque chose que personne dit. Et tout le monde dit, voyons, qui va oser faire ça, se déguisant en pilote. Demander au directeur des sommes comme ça importantes. Il a un ton complètement en confiance. Ça a marché un méchant bout. Puis après ça, il est devenu médecin. Après ça, il est devenu avocat. C'est tellement génial, ce film-là. Mais tu sais, ça montre comment que tu peux faire pas mal plus d'affaires que tu penses quand t'oses le faire. Le culot de le faire. T'as le culot de dire, je vais pogner mon gun, là, puis je vais aller sur le top de l'université, là, puis je vais le tirer. D'être là, je vais me pogner un dash, je ferai même pas de planification, puis tu vois juste qu'il y a peut-être une probabilité de 1 sur 3 que tu te fasses pogner, puis là, ça va tomber dans la craque du 2 sur 3. T'as pas fait cette probabilité-là, mais mettons qu'on modéliserait
l'opération, là, ben, ça donne que il y a personne qui check, puis là, tu passes à l'acte. Ça a pris quoi, 10 minutes avant? Il a parlé, puis 12 minutes plus tard, je pense, à peu près, le tir a eu lieu, donc c'est rapide. Who dares wins. C'est-tu ça le nombre de temps que ça prend environ pour pouvoir faire ça? Ben, c'est pas long, hein, tu sais, ça dépend si t'es déjà en place. C'est assez facile à deviner. Ça dépend, est-ce que t'as accès à déjà des... Est-ce que tu peux comme prendre des escaliers pour te rendre sur le dessus, ou faut-il y aller avec une échelle? Est-ce que tu y vas-tu en avance? Y a-tu un endroit où tu peux te cacher déjà? Souvent, t'as juste à mire aussi. Ouais, bah ça, c'est quand même assez facile à faire, là. Mais juste te rendre là, tu peux te rendre en avance. Si tu te rends la nuit, y a-tu quelqu'un vraiment qui va visiter? Si tu te rends, Who dares win, ça pourrait être quelqu'un qui ose faire un plan blunt, là. Il pourrait se mettre un dossard. Puis juste d'y aller d'une façon tellement assurée, là, comme si c'était un responsable, là, avec une radio dans les mains, puis il marche en plein milieu, avec son sac d'outils qui est dans le fond son arme. Puis il est tellement sûr de sa shot, là, il passe entre tout le monde, là, en plein vue, que tout le monde fait comme c'est impossible que quelqu'un oserait faire ça. Ben oui, ça pourrait arriver. Tu sais, que quelqu'un soit tellement blonde comme ça que ça va être son plan, ça va marcher. Là, je pense que tu as déjà répondu à la question, mais je vais te la poser quand même. Tu sais, il y en a qui disaient, ça a quand même beaucoup fait parler, ça a été une grosse rumeur, que ça pourrait être un agent du Mossad parce que, genre, il était quand même critique envers Israël. Tu sais, tellement que je pense que le premier ministre israélien, il a fallu qu'il dise que c'est pas vrai, puis que... C'est parce que, encore là, la plausibilité n'est pas une preuve, tu sais. Il y a tout le temps un motif, il y a tout le temps quelqu'un qui a intérêt, mais de là à dire que l'intérêt s'est traduit par une action, faut aussi voir les risques. Tu sais, le Mossad, c'est Israël. Israël, va-tu commencer à commettre des assassinats, en plus de monde qui sont supporters de leurs alliés principaux, Trump, foutre la merde? Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est encore là. Tout est possible, mais en même temps, moi, je pense que ça serait un move politique vraiment mauvais. Pour Israël, de commencer à assassiner du monde qui parle un peu contre eux autres, c'est sûr qu'ils vont s'en pogner. T'as eu justement des problèmes parce que t'as un assassinat, je pense, avec... C'était-tu l'Inde, là? Avec, non, c'est le Qatar, je pense. Il y avait comme c'était-tu un séparatiste du Cachemire? J'ai oublié exactement, là. Mais oui, il y a entre 2 ans. l'Inde et le Pakistan. C'est ça, puis là, il y a eu des assassinats en sol canadien. Puis là, ça a brassé, là. Je pense même qu'il avait fermé l'ambassade là-bas ou l'inverse, j'ai oublié. Si tu parles du Canada avec l'Inde, ouais, c'est ça, c'est que dans le fond, c'était un Sikh. C'est ça. C'est ça, c'était un... En tout cas, j'ai oublié les détails. Oui, en tout cas, c'est un gros militant pour le... Je pense que c'est l'indépendance du Cachemire, là. Non, c'est le Kakistan, là. Comment que ça s'appelle? C'est le... le problème, c'est le Cachemire, probablement. J'ai oublié tous les détails, mais l'important, c'est que c'est un pays quand même gros qui commençait à mandater, à faire des assassinats en sol canadien, décider qui meurt, qui vit. Non, c'est Justin Trudeau qui l'avait dit à la Chambre des communes. C'est parce que là, il y a de l'information. Parce que là, on rentre dans le domaine de la sécurité nationale. T'sais, là, tu as des pays, même alliés, qui commencent à venir assassiner du monde. Ça commence à être live, là. Ouais. Là, c'est là, faut que tu envoies le message que ça se fait pas. Ouais, ça, c'était l'été passé. Le Mossad vont-tu commencer à faire des assassinats à un supporter MAGA qui a dit de façon qui me remettait en question. Tu sais, je connais plein d'Israéliens là qui sont super critiques. Je connais des Israéliens qui aident à l'effort de guerre d'Israël, qui ont été officiers, qui sont encore, peu importe, et qui sont super critiques de leur gouvernement, qui vont dire des choses que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'ils font, c'est ci, puis c'est ça, ils sont super critiques. Est-ce que là, je veux dire, c'est correct, là. Il y a plein d'Israéliens qui critiquent l'État israélien. Bon, il y a des manifs, là, en Israël. Oui, il y a eu plein avant, justement. Il y en a qui disent que, justement, il y en a qui ont encore la théorie du complot que l'attaque du Hamas c'était planifié parce que ça détourne l'attention. Puis, dans le fond, il y avait des problèmes internes avant, effectivement. Il y avait des problèmes. Encore là, la plausibilité n'est pas une preuve. Oui, faut pas penser que c'est tout le temps un complot. Des fois, c'est juste de l'opportunisme. Tu sais, exemple, quelque chose d'historique qui est un peu semblable, l'incendie du Reichstag, quand Hitler est arrivé au pouvoir en 1933. Ouais. Je pense qu'il y a un mois plus tard, j'ai oublié le temps, mais très rapidement après son arrivée au pouvoir, 30 janvier 1933, je pense, c'est ça, ou 20? Je me semble que c'est le 30. Il est arrivé au pouvoir,
Puis là, il a incendié du Reichstag, qui est le Parlement. Puis là, après ça, ben, il a pu faire voter le Reichstag justement pour faire des mesures, des lois avoir des pouvoirs plus étendus, quasi dictatoriaux, pour pouvoir écraser le communisme. Donc, selon ce qu'on en sait, c'est pas un complot. C'est pas les nazis, Hitler, qui ont envoyé quelqu'un mettre le feu. C'est juste un gars, un loup solitaire, communiste, qui était fâché. Il a mis le feu. Et les nazis, Hitler, ont été opportunistes. Des fois, il y a de l'opportunisme qui est en jeu. Et non une planification méthodique et un complot. Là. Des fois, c'est juste, il arrive quelque chose, puis là, tout le monde essaie de profiter puis extraire le capital politique de ça. C'est ce qu'on voit avec l'assassinat de Charlie Kirk. Là, tout le monde essaie de profiter de ça. En disant que dans le fond, il faut s'en prendre à la gauche, etc. Ce qui est un peu de vrai, parce qu'il y a des fois, il y a des groupes de gauche qui sont extrêmes, qui sont dangereux. Mais il y a aussi des groupes de l'autre bord, comme on voit dans certaines enquêtes, des groupes d'extrême droite. Il y a des extrêmes d'un paquet de bords, les islamistes radicaux, etc., les puissances étrangères qui comme la Russie, qui foutent la merde. Fait qu'il y a plein de menaces. Mais tout ça pour dire que ça vient... Bref, tout ça, ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, il y a de l'opportunisme, des fois, et non des complots qui sont à l'origine des événements. Mm-hmm. Ben, merci d'avoir répondu à mes questions par rapport à ça, tu sais, puis de nous avoir peut-être un peu plus éclairci, puis peut-être aussi plus nuancé, là, tu sais, qu'il y en a qu'il y avait les émotions dans le tapis, que peut-être que c'est ça va les faire un peu plus... Je lisais les publications sur Twitter, X, puis les médias sociaux en général, mais c'est plate parce que je vois juste des appels à l'émotion. Avec un petit voile de logique. Tu vas mettre des arguments, mais c'est tellement chargé d'émotions, c'est fait pour pomper le monde. Okay? Tu vois, les publications, ils veulent craquer tout le monde. Okay? Mm-hmm. Là, ils vont mettre des statistiques, puis ils vont dire comment que... Tu sais, un exemple, qui est un sujet relié, les tarifs. Je regardais ceux qui étaient comme les Américains anti-Canada, etc., au début de l'année, là, quand ça venait chaud. Puis là, ils montraient des arguments comme le Canada faisait des tarifs sur ci, sur ça, le lait, etc. Puis là, c'était tellement chargé d'émotions. En même temps, il y a une fond de vérité à ça, mais ils montraient pas l'autre côté de la chose. Ils montraient pas tous les arguments autres que leur liste. T'sais. Fait que c'était tellement fait pour craquer le monde, pour dire, tu vois, le Canada nous fait plein de tarifs partout, etc. Ils veulent craquer. Fait que Charlie Kirk, je vois plein d'affaires comme ça. Là. Tu vois qu'il y a plein de publications qui veulent craquer, ils veulent pomper le monde. On dirait que le monde ils veulent pousser vers une radicalisation. Ce qui est pas sain. Il faut comme... Je pense qu'il faut comme qu'il y ait des gens qui calment un peu les choses. Puis ça commence par des nuances. Ben oui, les nuances, sûr et certain. Je voulais t'emmener aussi sur un autre sujet, tant qu'à t'avoir au podcast. Tant qu'à être là. Parler de la dernière attaque qu'il y a eu des Ukrainiens sur les sols russes. C'est l'opération Spiderweb, où dans le fond, ils ont caché des drones clandestinement. Ils ont fait rentrer sur le territoire russe pour aller les faire sauter, bien, les activer une fois qu'ils peuvent le faire pour aller attaquer des bases aériennes. Tu sais, je pense qu'ils ont réussi à atteindre genre une quinzaine d'avions russes. Là, c'est une œuvre d'art. Ouais. Rendu là, je suis jaloux. Okay? C'est tellement beau qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est magnifique. Du point de vue tactique, là? Ben tout, là, je veux dire. C'est ça, les Ukrainiens, ils vont tellement... Moi, je dis toujours, les Ukrainiens, ils vont te décevoir et te surprendre dans la même semaine. Puis quand ils te surprennent big time. Avec des affaires comme ça, c'est vraiment fantastique. Ils ont planifié ça de longue date. C'est ça, ils ont mis des drones cachés dans des véhicules, puis après ça, des véhicules d'un peu de transport. Puis après ça, ils ont été déployés un peu comme des... il y avait dans le fond des trappes, etc. C'était tout planifié, puis il y avait... puis souvent, les conducteurs étaient même pas complices, là. Ils l'étaient pas. Donc, ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Puis là, après ça, t'avais les drones qui se déployaient puis qui attaquaient des ressources stratégiques comme des avions dans des bases très reculées où, justement, il y avait une complaisance. Les Russes disaient, ça se peut pas. Fait qu'il y avait pas un niveau de sécurité peut-être aussi élevé. Ils sous-estimaient. Parce que tu dis pas, ils vont pas venir à l'autre bout comme ça, tu sais. C'est parce qu'ils sous-estimaient. Ben oui, ils sous-estiment, puis ils sont complaisants, puis il y a toutes sortes d'enjeux aussi de gouvernance. Tu sais, si t'as une dictature, puis que ton premier critère de nomination des rôles, mettons, responsable d'un aéroport militaire, c'est la loyauté envers le pouvoir et non les compétences, ou le pot de vin que cette personne-là a donné, ça se peut que t'aies du monde incompétent. T'sais. Fait que le problème est à la base un problème de gouvernance et de nomination et non de
technicalité. Si tu nommes les bonnes personnes vont avoir de la jugeote, ils vont être proactifs, ils vont faire des mesures préventives peut-être, tu vas avoir moins de chances d'avoir des catastrophes. C'est un gros problème en Russie, ça? Ben oui, oh boy, c'est comme, c'est bord en bord, là. Il y en a même qui disent, ceux qui sont très critiques envers les Russes vont dire que tu peux pas enlever la corruption d'un Russe. Ils vont dire, ils sont tous corrompus, c'est dans leur nature, etc. Moi, je vais te dire mon opinion là-dessus. Tout ce qui est de la corruption, etc. Le problème, là, que tu vois en Ukraine, que tu vois mais j'ai pas été en Russie, là, mais tu sais, je connais leur mentalité. Ce qui se passe, là, c'est qu'ils viennent de pays communistes. Dans un pays communiste, là, c'est comme le Québec en ce moment, mais tous les problèmes de ça clique, etc., multiplient ça. OK? Puis ils baissent le niveau de vie. On vit tous dans des blocs appartements accordés. Plus personne n'a quasiment rien. Tu vis dans un système qui marche pas. Okay? Qu'est-ce qui marche quand que l'État, qui te promet tout, n'est pas capable de livrer la marchandise? Qu'est-ce que tu fais? La corruption. Ce qu'on appelle la corruption. Tu appelles ton ami, il te fait une faveur, tu te fais une faveur. Le médecin qui est un fonctionnaire, peux-tu faire un diagnostic plus rapide pour mon enfant? Mais en échange, moi, tu sais, mon beau-frère, lui, il travaille dans le resort à Odessa, en Ukraine, qui est un resort là, dans le temps. Puis là, je vais peut-être pouvoir aller prendre des vacances. Ouais. Je vais te réserver une bonne place, je vais m'arranger. Fait que c'est des petites magouilles de même, mais quand t'es dans un état, quand tu vis dans un état qui marche pas, OK? Ou que rien marche, puis là, au Québec, c'est rien à comparer, là, OK? Mais quand c'est rien marche, ben, il y a des gens qui contournent. Puis le contournement, on appelle ça de la corruption. Mais finalement, ça vient juste un état parallèle à l'état officiel. Est-ce que c'est de la corruption? Honnêtement, tu es rendu là, ça se débat. Ça se débat parce que la corruption, c'est souvent un mécanisme de survie d'une communauté. On appelle ça de la corruption. C'est ça le problème. Puis là, souvent, même quand l'État communiste disparaît, ben, il y a ces réflexes-là qui restent. Donc, tu vas remarquer, quand tu vas en Ukraine, les gens n'ont pas confiance dans les grandes structures. Les institutions. Ouais, ils n'ont pas confiance. Ils ont renversé leur gouvernement, ça fait même pas 10 ans. Justement avant l'invasion de la Crimée, du Donbass. C'était quoi la vague orange, je pense, en enfant? La révolution orange. Ouais. Mais tu sais, ils ont une méfiance envers tout ce qui est officiel, tout ce qui est plus haut. Ils ont une tendance à tout le temps chercher... Ils veulent des contacts. Parce que c'est ça qui marche historiquement avec eux. Parce que ça marche pas, là, faire une demande officielle. Faire une demande officielle, c'est que ça marchera pas. Tu vas appeler un fonctionnaire, puis là, tu vas attendre des mois et des mois, tu l'auras pas. OK? Appeler ton ami, du beau-frère, du cousin, ça marche. Fait qu'ils ont encore ces réflexes-là. Le contact. Puis pourquoi qu'on en est venu à la corruption, mais puis tout ça, mais en même temps, c'est un sujet intéressant. Non, c'est parce que tu parlais que amène la négligence, la complaisance. C'est ça. En Russie, c'est ça. Fait que c'est de même mais que sont gangrénés les camions, ils ont pu rentrer. C'est ça, sont gangrénés par des nominations liées à la corruption, liées à toutes sortes de pots de vin, etc. Ça a été documenté amplement. Ils ont une culture comme ça, qui est amplifiée par le pouvoir en place en ce moment en Russie. Donc, tout passe par de la corruption et non par nécessairement... Parce qu'il y a des gens super intelligents qui sont russes, mais ils n'ont pas nécessairement le pouvoir. C'est pas eux qu'on nomme à des positions clés, où ils sont partis, où ils se tiennent tranquilles, etc. Donc, tu te ramasses avec un paquet de monde incompétent dans des positions clés, dont commandant d'une base. Mais qui sont loyales. Ils sont loyaux, mais en même temps, il faut des résultats à un moment donné, c'est pour ça que ça commence à brasser. Fait que c'est pour ça que les trucks ont été capables de rentrer. Cette opération-là est géniale. Elle est géniale, tu sais. C'est fantastique. J'aide justement les Ukrainiens avec la promotion de leur drone, là, mais les Wild Hornets, que j'aide, que je fais des levées de fonds pour eux autres de temps en temps, mais ils sont surprenants. Tu sais, c'est fantastique. Là, fait que cette attaque-là qui a coûté environ, je pense, 7 milliards juste sur l'industrie militaire russe, ben, c'est carrément une humiliation pour là, il y a l'avantage, c'est ça, moral, l'humiliation de dire, écoute, t'es une puissance de moins en moins perçue comme telle, là, mais t'es théoriquement une puissance, puis là, on vient t'humilier. Imagine, il y a une guerre entre les États-Unis et le Mexique, puisqu'il serait un peu l'équivalent Ukraine-Russie. Puis là, quelques années plus tard, tu commences à avoir des drones qui targetent des avions militaires sur les bases américaines, puis qui commencent à montrer ça sur les nouvelles internationales. Imagine l'humiliation.
C'est extrêmement humiliant. Puis en plus de ça, c'est des composantes critiques souvent. Parce que là, un des problèmes des sanctions avec les Russes, c'est qu'ils perdent accès à beaucoup d'expertise, des consultants étrangers occidentaux. Il y a eu aussi un exode de personnes intelligentes, tu sais, je veux dire, formées, là, t'es des gars d'IT, des ingénieurs, il y a eu un exode. Là. Ils sont il y a partis quelques années, de la c'est ça. Russie. Au fil des ans, mais à cause de la guerre en particulier. Donc, tu as un exode de cerveau. Tu as moins d'argent parce que là, tu disruptes aussi la vache à lait de la Russie qui est le pétrole. Sanctions économiques. Les sanctions font en sorte que souvent les pièces critiques vont commencer à manquer. Tu sais, des sanctions, c'est souvent l'effet de... C'est comme je te donnais ta maison, puis je te dis, là, tu peux plus engager aucun contracteur, tu peux plus faire de maintenance. Tu sais, du jour au lendemain, ta maison va être pareille. Tu vas pouvoir dire à tout le monde, garde tes sanctions, ça sert à rien. Mais à un moment donné, il va y avoir un effet. Tu sais, à un moment donné, ton toit va falloir qu'il soit remplacé, mais là, tu peux pas le remplacer à cause que tu as des sanctions, on va dire. Là. Ouais. Donc là, tu peux pas les remplacer. Fait que tu vas les remplacer peut-être toi-même. Qu'est-ce que tu as comme moyen? Mais là, tu vas pas faire un aussi bon travail. Puis là, quand on parle de technologie militaire, c'est très pointu. Les processeurs, il y a une guerre de l'ombre qui se fait. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus. Sur comment tout l'écosystème des puces électroniques, des composantes stratégiques comme ça, comme les processeurs, l'intelligence artificielle, etc. Il y a tout un monde derrière ça, OK? Mais là, t'as la Chine qui est à côté. Là, t'as la Chine. Là, la Chine, elle a une grosse capacité. Ouais. Puis là, un des problèmes, tu sais, les processeurs, qui est une composante critique, par exemple, dans les missiles supersoniques, ils vont tellement vite qu'il faut que tu aies des ordinateurs extrêmement rapides pour calculer, tu sais, les trajectoires. Le problème, on sait, ça a été public, il y a eu beaucoup de composantes qui ont été comme on dit ça donc, cannibalisées de d'autres technologies. Tu sais, exemple, tu as besoin d'un processeur, mais ils ont commencé à cannibaliser certaines autres technologies, puis il y a certains pays qui ont collaboré à une espèce de marché noir de contournement de sanctions, on va dire ça comme ça, pour acheminer des technologies via d'autres commandes. Le problème, c'est que les technologies de pointe sont quand même dures à remplacer quand même. L'original. Le problème avec les processeurs, c'est ça. Le problème avec les processeurs, c'est qu'ils s'en viennent de plus en plus ce qu'on appelle une commodité. C'est-à-dire que, tu sais, exemple, la Chine, par exemple, est en retard en termes de qualité des processeurs. Donc, leurs processeurs sont beaucoup moins bons, mais ils sont en train d'augmenter en qualité aussi. Fait que tout le monde augmente en qualité, mais en même temps, la base qualité devient comme l'ancienne haute qualité. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Donc, à un moment donné, n'importe qui va être capable de faire peut-être des processeurs, utiliser des modèles d'intelligence artificielle qui vont avoir un grand impact. Là, en ce moment, c'est réservé à certains joueurs clés, les puissances, les Américains, l'Occident en particulier, la Chine aussi, l'Occident et ses alliés, mais éventuellement, peut-être ça va devenir une commodité tellement courante que là, n'importe quel pays va pouvoir avoir des processeurs de qualité suffisante avec des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir, mettons, je sais pas, m'envoyer des drones, puis faire des attaques massives de milliers de drones sur des infrastructures de l'autre pays. Ouais. Parce que ça va être une technologie qui va être accessible. L'avantage, c'est en ce moment, c'est les Russes ont beaucoup de misère à remplacer beaucoup de leur technologie stratégique parce qu'ils ont perdu beaucoup d'expertise. Les sanctions ont eu un effet. Fait qu'il y a ça aussi. Puis il y a aussi le fait que les Ukrainiens s'en prennent beaucoup aux raffineries. Pas juste aux raffineries, mais je veux dire toute l'infrastructure du pétrole, qui est la vache à lait de la Russie. Ouais. Fait que ça amoindrit énormément. Là, ils commencent à avoir plein de problèmes en Russie à cause de ça. Mais là, c'est quoi ton opinion, on va dire, de Ukraine-Russie en ce moment? Je prends pour l'Ukraine. Non, mais je veux dire, genre, est-ce que ça regarde mieux pour l'Ukraine? Parce que moi, de mon point de vue un peu extérieur, c'est que la Russie fait juste attendre que l'Ouest se tende. C'est le pari de Poutine, c'est de dire on n'est pas assez déterminé, fait qu'on va lâcher l'éponge. Ouais. Puis c'est un pari qui pourrait réussir, malheureusement. On est très peu motivé en Occident, je trouve. C'est parce que ça pète un peu de tout partout, là, aussi, en même temps. C'est ça, mais on n'est pas encore là, complaisance. La complaisance, on est complaisant. On pense que c'est une guerre comme une autre. Bon, on va laisser ça aller, on va émouer un petit peu d'argent. On est complaisant. On pense que ça va se régler tout seul, puis que ça vaut pas la peine, c'est pas notre guerre, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est de la complaisance. Le pari de la Russie, c'est qu'on va être complaisant, qu'on continue à l'être, puis cette complaisance-là est une faiblesse, puis ça va se traduire par moins d'aide. On l'a vu aux États-Unis.
le pari, c'est qu'il va y avoir tellement de monde qui vont être tannés de juste aider l'Ukraine, qui n'est pas leur guerre selon leurs opinions, que ça va se traduire par le fait que les décideurs politiques vont effectivement pas se sentir mandatés par leur population, ou ils vont eux-mêmes avoir l'opinion qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine. Et l'Ukraine, sans l'aide étrangère, peut pas résister à la Russie. Je veux dire, il y a trop de besoins. Ils ont une infériorité en nombre. C'est un pays plus grand, la Russie, là, qui commence à être de plus aidé par la Chine, par exemple, l'Iran, etc. Mais la Russie a-tu autant de ressources qu'elle n'en avait? Mais non, il y en a beaucoup moins. T'sais. Est-ce qu'elle-même, elle n'a pas à gagner d'arrêter de faire la guerre? Ah, là, c'est un gros débat. Oui, le problème, bon, c'est que... OK, quand tu regardes la cote de popularité de Poutine, dans les dernières décennies, tu te rends compte que ça a monté à chaque fois qu'il a fait une invasion à succès. Genre la Géorgie, la Crimée. Tout ça. Quand ça a fonctionné, tu as vu sa cote de popularité monter. Et si je me rappelle bien, mais là, je dis ça de mémoire, il y a eu une place à baisser. Crise financière de mémoire. Quand l'économie va mal, typiquement, les gens, même si c'est une situation macro-mondiale, les gens vont avoir tendance à blâmer leur gouvernement. Ils vont avoir tendance à blâmer ce qui est visible, leur gouvernement. Même si peut-être c'est juste une fluctuation. D'ailleurs, en politique, ils disent tout le temps « Is the economy stupid? » Ça veut dire qu'il y a des cycles qui sont macro, qui sont mondiaux. Et souvent, c'est pas ton gouvernement qui est responsable de ça. T'sais, il va peut-être amoindrir la tendance. Ouais. L'annuler, c'est une autre chose. Genre la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis. L'effet qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu quand même moins de popularité à cause de l'économie Poutine à ce moment-là. Donc là, vu que la situation économique se détériore en Russie, il y a de l'inflation, taux d'intérêt, je pense, sont à 20%, quelque chose comme ça. C'est ceux qui pensent que 4, c'est beaucoup, là. Ouais. Pensez à ça, 20%, c'est une carte de crédit. Tu veux du crédit, c'est si tu passes, là, c'est pas sûr que tu passes, ben la Banque centrale commence au taux de 20. J'ai oublié les derniers taux, là, mais je veux dire, le taux de base, c'est une carte de crédit. Là. Pense à ça. Ça fait beaucoup d'intérêt. En Argentine, c'était genre comme 80%. Mais à un moment donné, tu n'as plus accès à du crédit. Fait que là, tu peux plus investir, il y a moins d'investissement, fait que ça a un effet, ça. Quand tu montes les taux comme ça, c'est une autre discussion à avoir, mais là, la Russie a ce problème-là. Fait que là, l'économie est de plus en plus dure sur les Russes. Pourrait-tu avoir un effet? Absolument. Il commence à avoir il y a de plus en plus de voix dissidentes en Russie. Et même, on est dans une dictature, mais il y a de plus en plus même de journalistes, de commentateurs qui commencent à oser dire des choses de façon prudente, mais qui ne se font pas arrêter nécessairement. Donc, l'effet de la répression va peut-être pas être suffisant. Parce que, tu sais, ce qu'il faut penser, c'est que les gens, quand ils se révoltent, c'est qu'ils pensent gagner plus en se révoltant. C'est un pari, se révolter. Donc là, si tu t'approches d'un point où collaborer à une dictature te récompense pas, il va commencer à avoir des réflexions sur le fait que, anyway, je gagne rien à collaborer, comme citoyen, comme travailleur, comme politicien, ou peu importe. Donc, il va commencer à avoir une réflexion sur le fait que peut-être que la solution est de ne pas collaborer, ouvertement ou en cachette, tu sais. Fait que est-ce que ça va faire ça en Russie? Très possiblement. On va peut-être se ramasser avec un matin qu'ils vont avoir un coup d'État. Non, ouais. On va regarder aux nouvelles, puis là, paf, les généraux vont avoir pris le contrôle, puis ils vont avoir, peut-être comme la Révolution française, ils vont avoir nommé Poutine comme étant je sais pas moi, l'ambassadeur du peuple, je sais pas. Ils vont trouver un terme pour le mettre de côté. Un peu comme à la Révolution française, quand au début, ils n'ont pas guillotiné le roi immédiatement, là, tu sais. Ils l'ont gardé. Le roi est encore là. Ils l'ont dépouillé de son pouvoir. Puis là, graduellement, maintenant, la révolution s'est radicalisée de plus en plus. Ils en sont venus à la conclusion qu'il fallait faire un acte parce qu'il y avait des guerres. Puis là, les rois autour voulaient ramener le roi. Fait qu'ils ont dit, ben là, on envoie un message, guillotine. Mais tout ça pour dire qu'il va peut-être avoir une situation intéressante où tu vas avoir peut-être un coup d'État. Et là, tu vas avoir une prise de pouvoir. Poutine va être relégué dans un rang secondaire. On va y envoyer le message qu'il faut que tu te calmes, puis on t'attaquera pas de ton image, mais laisse-nous faire, tu sais. Ouais. Laisse le pouvoir. Peut-être ça va être très violent, ça va peut-être être il va peut-être mourir aussi d'une maladie. Fait que toi, tu dis c'est plausible. Oui, absolument. Peut-être qu'un matin, on va se réveiller, puis qu'il va arriver quelque chose comme ça. Puis ça va peut-être déstabiliser la situation au front aussi. Il va peut-être avoir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes en Russie qui sentent la soupe chaude. Tu sais, qui sentent que
ça va peut-être virer du mauvais bord, cette affaire-là. Il commence à avoir du monde qui ont peur. Tu sais, t'es un haut fonctionnaire en Russie, puis t'as collaboré au trafic des enfants en Ukraine pour les rééduquer. Il y a eu des enlèvements là, à grande échelle. Il y a eu des mandats d'arrêt, d'ailleurs, pour cette raison. Là, c'est quoi ça? C'est qu'ils enlèvent des enfants? Ils ont conquis des territoires, puis ils ont pris des enfants, puis ils les ont envoyés en rééducation, où leurs parents sont plus là, on les ont enlevés, là. Pour qu'ils deviennent des Russes? Ouais, c'est ça, littéralement. Il y a même des images, ils font chanter les chants, ils leur font apprendre toutes sortes de choses. Il y a plein d'images là, qui sont même publiées, que tu vois ça. Là. Il y a eu plein d'enquêtes qui ont été faites à ce niveau-là. C'est live, là. C'est un crime. Il y a eu des mandats d'arrêt contre certains responsables. Mais là, si t'es un haut fonctionnaire qui a collaboré à ça, c'est légal. Tout comme les dignitaires nazis, c'était légal de collaborer au génocide, mais c'est éthiquement non légal. Donc, ça se pourrait-tu qu'il y ait un procès de Nuremberg version russe dans 5, 10 ans, 2 ans, on sait pas. Oui. Ces gens-là commencent à sentir la soupe chaude, tu sais. Tout dépendamment comment que ça va aller. Puis tu sais, dans un régime corrompu de même, le problème, c'est que les gens sont opportunistes. Fait que t'as pas des gens loyaux parce qu'ils croient que qu'est-ce que tu fais est bon. Ils sont loyaux parce dans leurs intérêts. C'est un contrat. Ouais. Donne-moi quelque chose, puis moi, je vais te donner ma loyauté, mon travail. Mais là, si tu casses ce lien-là, puis les gens commencent à se dire, il est plus capable là, de faire ce qu'il va dire. Dans 2 ans, peut-être qu'il va débarquer, puis moi, je vais me faire arrêter, puis je vais me faire juger, puis je vais perdre toutes mes affaires. Là. Puis là, tu commences à sentir la soupe chaude. Là. Tu commences à te dire, mettons que tu es un procureur, mettons, qui intente des poursuites au nom de l'État pour des raisons farfelues. Puis là, tu te dis, écoute, moi, je vais m'ouvrir un compte en Suisse, mais la Suisse est du bord de l'Ukraine, tu sais, qui sont sortis de leur neutralité. Là, tu te dis, Dubaï sont neutres, mais ils vont-tu m'aider? Si la pression est forte, peut-être qu'ils m'aideront plus. Là, tu commences à te sentir comme coincé. Ça se peut que tu commences à plus vouloir collaborer autant. Tu sais. Fait que c'est peut-être ça qui va se passer aussi. Mais en tout cas, c'était intéressant pour vrai, mon gars. Merci, Wally. C'était cool, man. Thank you. Ça a passé vite, pour vrai. Combien de temps qu'on a fait? Ben là, il est déjà rendu 1 heure, là, fait que... Fait qu'on a fait pas loin de 2 heures. Ouais, ben ouais. Thank you. Tout à l'heure, tu m'as parlé hors caméra que tu étais en train de travailler un livre qui va sortir dans pas long. Je dis tout le temps, ça achève, mais c'est long de faire un livre sur l'Ukraine, dans le fond. Je suis en train de finir mon livre sur l'Ukraine. Parce que là, t'en as déjà écrit un, qui est Wally Mission Tireur d'élite. C'est ça, Mission Tireur d'élite. Ça, c'est en Afghanistan. Ouais. Après ça, j'ai été au Kurdistan. Après ça, il y a eu des documentaires à l'époque. Là, on est en Ukraine. Je finis mon livre sur l'Ukraine. Il va sortir en 2026. Il achève, là, je suis en train de le relayer. Il est presque 100% à mon goût. Il y a des gens qui ont montré leurs intérêts dans un paquet de pays. Que ce soit aux États-Unis, Canada, il y a eu des discussions, des chiffres, etc. En Europe, par contre, il n'y a pas eu de rien de signé encore. Donc, est-ce que ça va aboutir à des ententes? On ne sait pas, mais c'est quand même long, tout ça. T'sais, donc, une fois que le manuscrit est fini, ce qui va vraiment être... Dans les prochains mois, j'ai de la misère à imaginer le contraire. Donc, après ça, c'est de la partie commercialisation, les ententes, les ci, les ça. C'est quand même complexe, c'est long. Révision des textes. Etc. Donc, il y a tout un processus. Après ça, on finit le documentaire. On a plein d'images de prêtes. Après ça, ça serait l'adaptation pour un film, peut-être. Car là, il y a eu beaucoup de discussions, rien de signé, rien de garanti. Fait que c'est ça qui s'en vient. 2026, ça date. Ah, cool! Fait que si on veut me suivre, évidemment, Torche l'épée sur Facebook, le point d'entrée, c'est vraiment wally.news avec un S. Donc, wally.news. N-E-W-S. Tu me l'enverras, je vais le mettre dans un lien dans la description YouTube. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est le point d'entrée, fait que je mets mes choses là pour Wally. Puis pour ce qui est tech, mon entreprise tech, dans le fond, c'est dragonaxe.io. Donc dragonaxe.io, India Oscar, en alphabet phonétique. Donc, c'est un nom de domaine en passant qui est le IO, là, c'est très commun en tech, en passant. C'est pas la première fois que j'entends ça, ouais, le point .io. Ça vient d'une espèce de île perdue, j'ai oublié où, puis en tech, les gens ont commencé à le prendre parce que ça fait un petit insight, ça fait input-output. Dans le fond, c'est juste un insight, ça n'a aucun rapport. Ça fait très start-up, c'est très utilisé, mais bon.
Fait que dragonax.io, wally.news, c'est pas mal les endroits où me trouver. Bon, ben parfait, thank you. Puis sinon, c'est ça, il y a ton livre déjà présentement, Wally, Mission Tireur d'élite, disponible tout partout, dont sur Amazon. Fait que un gros merci, Wally, d'être venu au WhatsApp Podcast. Encore une fois, un très, très gros merci à procafetière.ca et les cafetières Bellucci de commanditer le podcast, d'excellentes cafetières. Puis, il t'offre aussi une poche de café du WhatsApp Podcast que tu vas pouvoir boire pour pouvoir te tenir éveillé pour enfin sortir ton nouveau livre. Oh yes! C'est bon. Fait qu'un gros merci à nos commanditaires. Si vous voulez vous procurer la poche de café, c'est au procafetière.ca. Je vous encourage tout le monde à partager le podcast, à suivre Wally si vous avez aimé ça. Puis ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde. À plus tard.